Bon, on va y aller pour pouvoir être dans les temps. Donc, bon matin à toutes et tous. Merci énormément d'être présents et présentes pour en fait, le lancement de la première série de webinaires RH en action donc du CSMO ESAC. Juste pour me présenter, je m'appelle Alexandra, je suis chargée de projet à la relève. Et comment est venue cette idée de webinaire? C'est qu'on a organisé une journée RH en action l'an passé, enfin l'an passé, c'était le 1er mai 2024, donc pas vraiment l'an passé, mais en fait, nous, notre souci, ça a toujours été de pouvoir soutenir le terrain en répondant concrètement en fait aux enjeux au niveau des ressources humaines. Et puis, à la suite de cette journée, on s'est dit, ben, quoi de plus concret finalement que d'organiser des webinaires. Donc, il va y en avoir 5 jusqu'à la journée du 1er mai de l'année prochaine. Donc, 5 webinaires qui vont traiter d'enjeux qui, selon nous, sont essentiels au niveau des ressources humaines et au niveau du secteur de l'ESAC. Donc voilà, on est vraiment ravis de pouvoir vous présenter ce premier webinaire où vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Si vous êtes plus à l'aise, prenez le micro, ouvrez vos caméras. Si vous êtes moins à l'aise, ce sera par le chat, puis on relaiera les questions. Peut-être qu'il y aura des questions qui seront communes, etc. Mais on se fera un plaisir de les relayer nous-mêmes. Donc voilà, on vous souhaite un excellent webinaire et puis je vais passer la parole à David de Baseline qui va pouvoir se présenter et puis lancer le tout. Merci. Ah, je t'ai muté. Ça l'aidait pas, fait que c'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran maintenant? Je pensais pas que je m'étais muté. Bref, oui, merci. En fait, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je me présente, David Beauchemin, je suis directeur général de Baseline. Baseline est une coopérative de solidarité qui accompagne les organisations dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, on a pris le modèle coopératif, donc on est membres travailleurs et membres de soutien. Bref, aujourd'hui, on veut parler de démystifier et mieux comprendre l'IA. IA pour intelligence artificielle, bien sûr. On va avoir trois éléments. J'ai mis à peu près le temps approximatif qu'on va passer sur chacun des éléments. On va commencer à peu près un bloc de 25 minutes pour comprendre l'IA. Ensuite, on passe sur un autre bloc de à peu près 10 minutes sur l'éthique et l'IA. Puis finalement, on va terminer avec des cas d'application dans différents éléments qui peuvent se retrouver au niveau d'une organisation. À peu près à la fin de chaque bloc, il va y avoir une petite période de questions aussi. Si vous avez des questions directement associées à l'élément, je vous invite aussi à y répondre, à écrire dans le chat si vous avez des questions qu'on puisse y revenir. Mais on va essayer de pouvoir interagir directement au niveau de la thématique et de vos questions le plus possible pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Au niveau de comprendre l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi cette patente-là? En 2010, on avait posé la question aux gens. Souvent, ce qu'on entendait comme réponse, c'était des trucs comme Google Translate. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, c'est vraiment passé une grande amélioration au niveau de la capacité des systèmes informatiques à partir d'une langue comme le français à aller vers l'anglais ou l'inverse. Euh, Puis ça a été entre autres dû grâce à des avancées dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais il y avait aussi un autre élément, peut-être que vous avez connu le jeu AlphaGo. C'est un jeu où est-ce qu'on place des billes blanches et noires sur une grande carte, très populaire en Asie. Puis, ben, dans ces années-là, il y a un système d'intelligence artificielle qui a gagné contre l'humain. Sur 5 matchs, il y en a 4 qui étaient gagnés par le système informatique. Donc, ces systèmes-là, on voit qu'ils ont, à travers le temps, eu des capacités ou des éléments qui, aujourd'hui, peut-être on s'en rappelle encore, mais un petit peu moins. Puis aujourd'hui, si je vous demanderais, 2023 ou 2024, ben, c'est ChatGPT, ce que les gens nous répondent sur c'est quoi l'intelligence artificielle. Fait que ce que vous voyez, c'est que c'est un concept qui évolue dans le temps. Ce qu'on considère aujourd'hui comme l'intelligence artificielle, probablement que dans 10 ans, on considérera peut-être plus ça comme un système d'intelligence artificielle. Donc, ça rend le concept un peu plus difficile à capturer parce que c'est un concept qui évolue dans le temps. Il y a une époque, Google Maps était considéré comme un système d'intelligence artificielle. De tracer un trajet sur une carte pour se rendre d'un point A au point B était considéré très complexe à l'époque qu'on considérait ça comme intelligence artificielle. Puis ça va continuer à évoluer comme ça dans le temps, ce qui rend, comme je dis, plus difficile à capturer, c'est quoi vraiment ça. Puis il y a aussi tout ce qu'on voit dans les films. L'IA est très associée aux robots tueurs qu'on voit comme dans Terminator. Donc, ça rend le concept un peu imaginatif avec des éléments qui sont pas clairs, qui sont tirés tu sais, des films qui donnent l'impression que c'est dans le monde du possible, mais qu'on n'est pas nécessairement, ou que ces capacités-là sont pas nécessairement possibles d'être atteintes au niveau d'une forme d'intelligence qui peut prendre des décisions,
puis qui arrive que sa mission, c'est sauver l'humain, puis le résultat pour sauver l'humain, c'est tuer l'humain. Donc, cette espèce de logique ou de philosophie qui est acquis par un IA, ben, on n'est vraiment pas dans ce type de capacité-là. Puis on va regarder ensemble un peu c'est quoi justement. Puis il y a quelque chose aussi de magique. Les gens, quand on me parle de ChatGPT, souvent, ou de ce genre d'outil-là, m'en parlent comme si c'est quelque chose d'extrêmement magique, puis que ça fonctionne, puis ça résout tous les problèmes. Euh, on va discuter un peu plus en profondeur de ces systèmes-là, mais il n'y a rien de magique dans ça. Ça reste des systèmes informatiques qui ont appris de l'information, puis qui sont capables de traiter cette information-là pour faire des tâches. C'est quoi, justement, un système d'intelligence artificielle? On va y aller par un exemple. Donc, si, disons, on serait intéressé à faire un système qu'on tente de différencier des photos de chat ou photos de chien, ce que nous, on appelle dans le langage informatique de la discrimination. Donc, discriminer une photo A d'une photo B au niveau de classe. Donc on voudrait commencer en prenant notre expérience humaine. Moi, quand je vous ai montré ces photos-là, rapidement, en une fraction de seconde, vous êtes capable de dire que sur notre gauche, c'est un chien, sur notre droite, c'est un chat. Puis comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Mais c'est qu'il y a des caractéristiques de l'animal que vous avez acquis qui vous permettent de dire que c'est un chien ou un chat. Si on prend l'exemple du chien, ben, le museau est différent. Il est souvent un peu plus gros, les moustaches sont aussi différentes, les oreilles sont souvent plus vers le bas, mais pas toujours. Les yeux, les pupilles, les pattes, les griffes, le pelage, la queue, la taille. Donc, tous ces éléments-là vous ont permis d'arriver à classer cette photo-là comme une photo de chien. Même chose pour le chat, on peut prendre les mêmes caractéristiques qui sont assez similaires, qui sont en opposition à ça. Donc, si on prend cet ensemble de règles-là, puis qu'on transfère ça dans un système informatique, qu'on va appeler un système expert, parce que l'humain donne son expertise pour arriver à faire une tâche, ben, on va être capable de trouver un ensemble de règles. Donc, on arrive donc, par exemple, à 80 règles qui nous permettraient de bien différencier les photos des chats et des chiens. Maintenant, si on prend d'autres photos qu'on ne s'est pas servi pour définir ces règles-là, on voit que des fois, c'est plus difficile d'appliquer ces règles-là. Si on prend l'exemple en bas à droite du tout de chat, c'est-tu un chat ou c'est un tout de chat? Donc, à quel point on doit être précis dans l'information et dans l'étiquette qu'on donne à cette photo-là, ça va avoir un impact sur la performance de notre système. Le chien en haut, par exemple, avec les lumières, ben, ça se peut que nos règles vont avoir de la difficulté à bien se généraliser, qu'on appelle. Donc, s'appliquer à d'autres types d'images. Parce que dans ce cas-ci, le pelage est peut-être un peu plus sombre à cause du jeu de lumière. Il y a des lumières qui mettent l'emphase sur d'autres éléments. Il y a une laisse en plus. Donc, ça se peut que nos règles vont être plus difficiles à appliquer. Même chose pour le chien juste à côté, on voit qu'il est comme sur un fond qui semble synthétique. Donc, à quel point ça va fonctionner? Il est dos en plus, donc on n'est plus capable de servir du museau, des griffes, des pattes. Donc, on doit se baser sur d'autres critères qui sont peut-être pas super visibles. Donc, cette complexité-là, en fait, parce que c'est quelque chose qui est complexe, mais pas difficile, fait en sorte que généraliser notre système devient complexe à mettre en place pour produire ces règles. Puis maintenant, comment on apprendrait ces règles-là de manière automatique? Donc, c'est ça l'idée où est-ce qu'on commence à parler d'un système d'IA. C'est qu'on va dire, il y a trois manières d'apprendre ces systèmes. Je vais vous en montrer un aujourd'hui, on ne parlera pas des deux autres nécessairement, mais ça, ce qu'on appelle, c'est l'apprentissage supervisé. Le mot supervisé, ce qui veut dire, c'est que l'humain donne sa connaissance pour être capable de comprendre c'est quoi la tâche qui est à faire. Dans ce cas-ci, on dit, voici des photos de chiens, voici des photos de chats, et à partir de ces exemples de photos-là, un système va apprendre par lui-même c'est quoi les caractéristiques qui lui permettent d'arriver à la fin dire la bonne réponse. Donc, c'est une photo de chat ou une photo de chien. Et on va lui donner plein d'exemples comme ça, que les gens vont avoir dit, c'est un chat, c'est un chien, etc. Des centaines et des centaines. Vous allez avoir l'espèce de matrice au centre qui est là où est-ce que l'IA apprend, se développe finalement. Et le résultat de ces deux étapes-là, qui est l'apprentissage à partir d'exemples, c'est ça en intelligence artificielle. Mais dans cet exemple-là, cette IA-là, elle ne peut pas conduire un auto. Elle ne peut pas lire. Elle peut juste regarder les images et dire si c'est un chat ou un chien. Donc, elle est capable de faire une seule tâche. Il y a d'autres systèmes maintenant qui démontrent qu'ils sont capables de faire plusieurs tâches différentes à travers ça. On va en discuter un petit peu plus tard, qui sont finalement les systèmes d'apprentissage, les Large Language Models, que vous avez probablement entendu. Bref, ces systèmes-là, typiquement, vont être capables de faire une seule chose. On va y aller avec un petit peu avec un petit quiz pour voir justement cette opposition entre complexité et difficulté, voir qu'est-ce que vous avez compris de ça. Euh, donc là, on parle d'apprentissage automatique, donc l'apprentissage supervisé pour être plus précis. C'est un outil approprié. Est-ce que vous pensez que c'est un outil approprié pour résoudre un problème au niveau des systèmes comptables? Ce que je veux dire par système comptable, c'est dire, par exemple, faire la reddition de compte, excusez-moi, voyons,
J'ai un blanc de mémoire, mais affecter les factures, donc faire tout ce qui est la tenue de livre. Merci, je cherchais la tenue de livre. Est-ce que vous pensez qu'un système d'IA est nécessaire ou est approprié pour ce cas d'application? Puis si oui ou sinon, pourquoi? Quelqu'un qui veut se lancer? Je vais juste ouvrir mon petit chat, ça va aider aussi. C'est des gens qui veulent dire oui, non, personne n'est certain, personne ne veut se lancer. Non? Non? OK. Puis pourquoi vous penseriez non? C'est-tu parce que vous savez que QuickBook n'a pas d'IA? Oui, pour certains points. Oui, mais pas pour toutes oui, pour toutes les personnes. OK, ça c'est intéressant. Fait que c'est pas mal par les factures. En fait, la réponse, elle est mixte. De base, faire une tenue de livre, on n'a pas besoin d'un système d'IA. Pourquoi? Parce qu'on peut juste définir un ensemble de règles relativement définies qui permet de bien généraliser. Par exemple, des factures associées à un déplacement, ça s'en va dans tel grand livre. C'est relativement facile de l'établir comme ça. L'interprétation, par contre, de la loi comptable, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en complexité et il y a de l'interprétation à mettre en place. Donc ça, effectivement, on serait dans un cas que l'intelligence artificielle pourrait être pertinente. Lorsqu'on veut extraire automatiquement des informations de photos de factures ou de PDF, ah, là, c'est aussi un cas d'application de l'intelligence artificielle parce qu'il y a une information qui est non structurée. On sait qu'il y a un prix, une date, un client, un fournisseur, etc. Mais on ne sait pas c'est où exactement. Puis si on veut extraire ces informations-là, comme nos photos de chat, photos de chien, par exemple, et les rentrer dans notre système comptable pour ensuite faire la classification dans le grand livre à mettre en place, ben là, ça serait une composante d'IA qui permet d'accélérer le processus au lieu de faire la saisie manuelle des différentes informations dans un outil comptable. Maintenant, si on parle plutôt d'un système de diagnostic médical, par exemple pour les colonoscopies, pour des examens liés à une radiographie ou des éléments comme ça, là, est-ce que vous pensez qu'un IA pourrait être pertinent pour pas remplacer le médecin, mais bien juste dire, hey, ici dans cette photo-là, je pense qu'il y a potentiellement un cancer ou un problème de santé ou peu importe comme ça. Est-ce que là, l'IA serait pertinent? Oui, je vois beaucoup de oui, effectivement. Oui, effectivement, parce que c'est complexe. Définir l'ensemble de règles qui permet de dire que cette petite tache-là, grise, pâle, c'est potentiellement une masse cancéreuse. Donc, dans ces cas d'application-là, on est vraiment dans un cas où est-ce que l'IA est un très bon levier pour développer des outils qui aident à faire le diagnostic médical. Après ça, on peut discuter de tout ce qui est le remplacer le médecin, etc. C'est une autre question qui est plus éthique. On va en parler, on va aborder ce genre de sujet un petit peu plus tard. Maintenant, c'est quoi les types de données et les tâches que ces genres de systèmes-là sont vraiment pertinents à aller chercher? Il y a deux types de données qu'on va avoir. Les données structurées, qui sont finalement des colonnes avec des informations. Puis pourquoi est-ce qu'on dit structuré, c'est qu'on sait que dans chaque colonne, c'est quoi le type d'information qui se trouve. Puis si vous avez un exemple qui sont finalement les informations sur des biens immobiliers, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, l'air habitable, le quartier, puis le prix finalement. Donc dans ce contexte-là, on sait que dans la colonne chambre, c'est un nombre entre 0 et, peu importe, en fait peut-être probablement plus entre un et un certain nombre. Donc, on est capable de transférer une forme d'information à travers ça. Puis c'est finalement des informations qui sont typiquement dans des fichiers comme Excel, par exemple. Donc, des informations qui sont structurées dans des colonnes comme ça. À l'opposé, les données non structurées, des informations qu'on est pas mal certain qu'il y a une information à travers, mais on ne sait pas nécessairement où l'information, puis elle n'est pas aussi structurée. Si on prend notre exemple de chat, on voit qu'il y a un chat dedans. Mais c'est quoi exactement les pixels qui sont le chat? C'est plus difficile à arriver à cette information-là. Si on voudrait, par exemple, couper puis extraire le chat. Dans du texte, on a un exemple d'un texte Wikipédia, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui est présentes, des noms propres, des lieux, des dates. Mais maintenant, c'est quoi exactement les mots qui sont pertinents, puis c'est quoi l'information qui est véhiculée par ce texte-là? Ben, c'est une information qui est non structurée, qu'on pourrait être intéressé à extraire pour d'autres étapes par la suite, comme les exemples de factures dans un processus comptable. Puis vous avez aussi un exemple, par exemple, la voix, où est-ce qu'on a de l'information qui est très proche du texte, finalement, qui a une forme d'information à travers, mais c'est quoi que ça parle, ce sujet-là? C'est une donnée qui est non structurée. Puis c'est vraiment dans ce type de données-là que les systèmes actuellement d'intelligence artificielle sont très performants. Donc, quand on travaille des informations non structurées, ou qu'il y a plusieurs types d'informations comme du texte et des images, ou du texte, des images, de la voix, que là, ces systèmes-là sont très performants, les systèmes modernes qui sont arrivés à peu près depuis les années 2018. C'est quoi maintenant les tâches qu'on tente de faire avec ces systèmes-là? Il y en existe trois. Vous avez, par exemple, c'est de partir d'une information quelconque pour prédire un nom, comme un âge, un montant, une masse, peu importe, prédire un nombre qui est fini finalement. Donc, vous avez l'exemple ici, mettons qu'on aurait une image d'une maison, puis qu'on veut à la fin prédire c'est quoi le prix estimé, la valeur marchande de cette maison.
Vous avez une tâche qu'on a vue finalement précédemment, qui qu'on appelle la classification. Ben, c'est de dire j'ai des classes comme un chat, cheval, un chien, cheval, chat, puis j'ai une image en haut, puis je veux dire ben, ça appartient à quelle classe cette image-là. Dans ce cas-ci, à la classe du chat. Donc, on veut vraiment classifier notre information. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est tout ce qui est Netflix. Netflix tente de classer les gens pour pouvoir dire, ben, moi, si j'aime des films de type A, puis que j'appartiens à un certain groupe à partir des films que j'aime, ben, on pourrait me recommander des films à partir de mon groupe d'appartenance de films que j'aime. Comme, mettons, j'aime beaucoup les films de guerre, puis que j'ai pas écouté ce film-là, puis que je fais partie du groupe des films de guerre, puis que d'autres personnes ont aimé ce film-là, ben, on peut me le recommander, des bonnes chances que je vais aimer cette classe de film-là aussi. Donc, on est souvent dans les systèmes de recommandation aussi avec ce genre de trucs comme ça. Puis vous avez maintenant une nouvelle tâche qui est apparue un peu plus des dernières années qu'on appelle la génération, qui peut s'appeler aussi la transduction, qui est dire j'ai une information A qui est par exemple une image d'un paysage que j'aime, un thème qui est finalement le cri, un tableau artistique, et que je voudrais faire un mélange de ces informations-là. Donc, je veux générer une nouvelle information à partir d'un contexte puis de trucs pertinents. Dans ce cas-ci, ce qui donne le résultat à droite. Euh, ChatGPT, c'est un autre exemple de génération. Donc, vous lui donnez une requête, qui est finalement l'image de gauche, l'équivalent de l'image de gauche, qui pourrait inclure un thème ou un type de façon d'écrire, puis qui génère un résultat à la fin. Vous pouvez demander, par exemple, à ChatGPT de vous écrire un profil pour les réseaux sociaux ou des posts sur les réseaux sociaux avec une thématique quelconque ou une approche quelconque. Étant, Maintenant, on ne peut plus beaucoup parler d'intelligence artificielle sans parler d'intelligence artificielle générative parce que c'est dans les mains de tout le monde. On va un petit peu justement aborder ce sujet-là. C'est quoi justement un IA générative? Un IA générative, ça se trouve à être un IA qui est une espèce de petit cerveau bleu au centre à laquelle on donne une requête, qui est souvent connue sous le nom de prompt en anglais, qui est de dire, je veux donner des instructions à ce système-là pour me générer un résultat. Dans ce cas-ci, faites un exemple ludique que j'ai demandé d'écrire un profil Tinder dans le style littéraire d'Albert Camus. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments de mots-clés du style littéraire de l'auteur qui sont repris dans la façon de présenter de l'information. Euh, donc, qui est toujours très connecté au niveau de l'environnement, de l'effet de la lumière sur le personnage, des trucs comme ça. Donc, c'est très présent à travers ce type-là. Puis, on pourrait le faire pour plein d'autres styles, plein d'autres éléments aussi. Donc, c'est vraiment un outil pour créer une commande à un système de nous générer du texte à la suite de notre commande. Il y a un élément très important à comprendre, puis pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de parler à toutes les fois que je parle d'IA générative. Les gens ont souvent l'impression que ce sont des systèmes qui sont autodidactes, que les systèmes d'IA, de manière plus générale, sont autodidactes. Ce n'est pas vrai. Un système d'IA va apprendre à un moment X et par la suite, il n'apprendra plus. Par contre, on a des manières de donner l'impression que le système a appris quelque chose de plus, ce qu'on appelle la personnification de l'interaction avec l'agent. Si vous prenez l'exemple de ChatGPT, ChatGPT, un moment donné, vous donne l'impression probablement qu'il connaît votre nom, qu'il sait vous habitez où, vous travaillez pour quelle organisation. C'est faux. C'est qu'en fait, dans vos conversations, vous allez probablement présenter cette information-là et il réutilise cette information-là pour personnaliser la manière qu'il interagit avec vous. Fait que si vous fermez votre compte, vous en repartez un autre, ben, il ne saura pas que finalement, vous êtes qui à travers ça. Puis un bon exemple de ça aussi, j'entends souvent des professeurs qui me disent que quand ils reçoivent des devoirs d'étudiants, il prend le devoir d'étudiant, puis il demande à ChatGPT si ChatGPT a écrit ce devoir-là. Puis là, des fois, le système lui répond oui ou non. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne utilisation de la technologie. Cet outil-là ne le sait pas concrètement qu'il a écrit ça. Il vous répond une réponse aléatoire entre oui et non, parce que le texte a l'air plausible ou non, mais il n'a pas la capacité de savoir s'il a vraiment écrit ça, parce que cette connaissance-là de la manière que les gens interagissent avec n'est pas partagée entre les utilisateurs. Donc, ce n'est pas un système autodidacte qui apprend ce qu'il a fait. Puis, il n'y a pas de mémoire. Il y a des manières de l'emmener de manière informatique pour donner cette impression-là, mais à proprement parler, ces systèmes-là ne le savent pas. Une très bonne manière pour moi d'interagir avec ces systèmes-là, c'est de le voir comme un stagiaire. Là, je dis pas de le voir comme c'est un humain, mais une manière d'interagir à la manière d'un niveau de compétence peut-être équivalent à un stagiaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des instructions claires et précises. Des fois, vous êtes des stagiaires, vous demandez des tâches, puis c'est pas exactement ce que vous voulez, ben, il faut répéter. Puis il faut s'attendre à reformuler les instructions que vous donnez. Puis si vous agissez avec lui comme si c'est un stagiaire qui vous aide à faire des tâches, ça va vous permettre d'être dans un paradigme où est-ce que finalement vous lui demandez des trucs, puis il va falloir que vous attendez à faire une supervision et un contrôle de la qualité sur cet outil-là, sur les résultats qui vont être générés. Par exemple, vous demandez à un stagiaire de vous générer un rapport, vous allez probablement le relire
Vous n'allez pas juste le prendre puis le déposer à votre direction ou à d'autres personnes dans votre équipe. Vous allez voir, peut-être corriger des éléments, lui demander de clarifier des trucs, de répéter, reformuler. Ben, c'est exactement comme ça qu'il faut interagir avec ce type de système-là. Ça se peut qu'il va vous donner de l'économie de temps. Ça se peut que non aussi. Ça se peut que vous allez passer plus de temps à lui répéter, lui préciser que la tâche que vous avez, si vous l'avez juste faite par vous-même. Mais des fois, ça se peut que vous avez vraiment économie de temps. Donc, il y a vraiment un ratio à faire entre j'essaie d'apprendre à mieux utiliser l'outil, que je vais peut-être sauver du temps, mais peut-être pas, puis des tâches que finalement, le gain de temps est juste probablement très faible. Par exemple, si vous demandez à ce système-là de vous aider à écrire vos courriels, ça se peut que vous n'allez peut-être pas sauver beaucoup de temps. Si c'est juste pour finir vos files et compléter, ça se peut que ce soit pas très pertinent. Mais si vous voulez vous aider à structurer un long courriel pour donner de l'information, ah ben là, ces systèmes-là deviennent plus intéressants à utiliser. Un bon exemple, euh, mon père a été colbeux toute sa vie. Il s'est ramassé à un poste de gestion, donc il est devenu un gestionnaire. Et un de ses grands freins pour lui, c'était le français. Donc, il demandait souvent à sa conjointe de lui corriger ses courriels. Puis, il vient d'un milieu de la construction, donc, où est-ce que le parler était des fois un petit peu plus direct, passif-agressif. Donc, des fois, ça marche moins bien dans un environnement corporatif. Donc, il a appris à utiliser ChatGPT pour appliquer un fil de communication qu'il a appris. Fait que finalement, il se demande à ChatGPT, prends ce courriel-là, qui est peut-être un peu passif-agressif, et rend-le plus corporate, comme il appelle ça. Donc, donner un ton qui est plus approprié pour la communication par courriel avec ses collègues. Puis, ça, finalement, ça vient appliquer ce fit-là. Puis après ça, il fait un copier-coller, puis il envoie ça. Ça corrige les fautes aussi en même temps, ça corrige certains éléments pour lui. Donc, c'est devenu vraiment un adjoint qui lui permet de débloquer dans ses capacités, finalement, qui autrefois étaient plus difficiles et un frein à sa carrière pour lui, finalement. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Je ne l'ai pas vu dans le chat jusqu'à présent. Donc, parfait. Tu peux prendre la parole aussi. Sinon, on va avoir une autre parole aussi, bien sûr, à la fin, des interactions à part de ça. Ça va bien jusqu'à présent? Tout le monde, on me suit? Moi, j'aurais une petite question. J'arrive pas à trouver ma main. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Oui, tu peux y aller. Euh, je ne sais pas si ça va venir plus tard, mais l'exemple de comptabilité que vous avez donné tombe exactement dans mon champ Ouais. de domaine. Donc, comment on évalue la plus-value entre l'outil d'intelligence artificielle puis l'humain, autant dans le coût que le temps, que la révision, puis l'évolution ou la prévision d'évolution de l'outil? Très bonne question. Il n'y a pas de réponse claire à donner à ça. Je pense que ça va beaucoup dépendre des organisations. Mais je vais donner des exemples. Souvent, ce qu'on voit dans beaucoup, tu sais, en tant que tel, mettons, des outils comme QuickBook, Acomba ou etc. tentent déjà d'automatiser certaines des étapes, d'attribuer au bon GL en fonction des observations qui ont été faites. Il n'y a pas d'IA là-dedans, on est vraiment juste dans du logiciel traditionnel. Où est-ce que je disais qu'il y a une fois une pertinence d'ajouter, c'est que souvent, bon, QuickBook essaie de l'intégrer, de genre, voici la facture que tu m'as envoyée, puis je t'ai déjà extrait des champs, puis je t'ai place déjà à la bonne place. Mais il y a d'autres outils qui essaient d'aller plus loin quand c'est par exemple des photocopies. Ben là, c'est peut-être un petit peu plus limité, il est moins bon de le faire, mais des solutions comme Dex, par exemple, qui essaient de corriger ça, où est-ce qu'il peut y avoir une application mobile que les gens peuvent prendre des photos de leur facture, l'affecter finalement une transaction, puis être capable de faire les processus. Fait qu'il y a des outils déjà qui extrait de l'information grâce à un IA pour pouvoir accélérer le processus. Maintenant, si on est dans les processus de contrôle et de régie, finalement, autour de, bon, dois-tu accepter de payer ces factures-là? Cette personne avait-tu l'autorité pour pouvoir émettre, etc., tout ça. Souvent, on est probablement plus dans des contextes où c'est des logiciels informatiques qui sont connectés entre eux pour le faire. Puis la partie pour moi qui reste la valeur ajoutée la plus grande, ça va être j'ai par exemple une facture, puis j'ai mes pratiques comptables, puis je sais pas c'est où je dois la mettre. Je sais pas, puis j'ai pas nécessairement assez d'expertise pour pouvoir faire ce choix-là. J'ai peut-être pas un senior dans mon organisation qui est disponible pour répondre à mes questions, mais je voudrais permettre à ces gens-là qui font cette tenue-là de livre de le faire avec une bonne qualité. Ben, c'est probablement que là que l'IA va commencer à intervenir et être pertinent. Là, jour 1, il n'y a pas de solution commerciale actuellement qui existe qui fait pleinement ça. Fait que est-ce que si vous prenez cette facture-là, puis vous demandez à ChatGPT, puis vous lui donnez, mettons, les pratiques comptables au Canada, est-ce qu'il va faire un bon résultat? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Actuellement, je ne pense pas. Parce que dans beaucoup d'autres domaines que je l'ai utilisé comme ça, il y a du travail à faire pour le rendre pertinent pour ça. Mais il y a des firmes comptables qui développent des logiciels qui tentent d'aller vers ça pour faire ça. Mais actuellement, la comptabilité, c'est pas une place qui a beaucoup d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a du travail à faire encore dans les processus. Donc, je dirais que les plus grands gains qu'il va être à faire, c'est extraire les informations automatiquement des factures, puis essayer de voir si ChatGPT peut vous aider dans la compréhension d'informations, puis ça va être de voir si vous trouvez que les réponses sont bonnes ou non, puis ça va être votre jugement humain,
puis ça se peut que la réponse va être non. Je ne l'ai jamais testé personnellement. Est-ce que tu veux continuer à interagir? Je vois que tu tiens ton micro. Parfait, c'est bon. Bref, euh, il y a des cas, il y a des secteurs qu'actuellement, la technologie n'est pas encore pleinement là, puis que le logiciel fait encore un très bon travail pour faire la plupart des tâches. C'est plus de comment on connecte tous nos systèmes ensemble pour maximiser l'automatisation des étapes faites par le logiciel traditionnel. Je vois qu'il y a une autre main là. Annie. Oui, oui, effectivement, j'aurais une question. Moi, je suis une très grande utilisatrice de ChatGPT, Copilot. Euh, je voulais savoir au point de vue de la confidentialité, par exemple, parce que moi, je vais m'en Ouais. servir beaucoup pour faire oui, de la composition de texte, mais de la révision. Des fois, c'est des politiques, des fois, c'est des courriels, un peu comme vous disiez tantôt avec votre père. Peut-être qu'il y a des informations plus sensibles. C'est quoi l'impact de la confidentialité sur les textes qu'on vient copier ou qu'on vient mettre là, dans ces Très bonne question, ça logiciels-là? dépend des outils. ChatGPT, maintenant, de base, si je ne me trompe pas, c'est un opt-in. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut accepter que OpenAI utilise nos données, nos interactions puis les documents qu'on dépose. Donc, de mémoire, par défaut, maintenant, on n'utilise pas les informations que vous envoyez. Mais vous pouvez vérifier dans vos paramètres. Il y a comme une place paramètres, puis vous allez avoir un critère de comme utiliser les données, vos données pour améliorer notre système. C'est quelque chose comme ça, la formulation de mémoire. Puis là, vous pouvez cliquer oui ou non. Ce qui va faire en sorte que l'engagement d'OpenAI, c'est de dire que si vous déposez de la propriété intellectuelle d'une organisation, elle ne sera pas utilisée. Par contre, elle va vivre à quelque part dans un serveur là-bas, ce qui est à dire que si, mettons, ce sont les données qui sont protégées par la loi 25, ce n'est pas une bonne idée. S'il y a des numéros d'assurance sociale, des informations confidentielles, c'est actuellement pas bien protégé au niveau de ChatGPT. Ça ne respecte pas les lois qui sont en place. Au niveau de Copilot, on est ailleurs. C'est une suite Microsoft. Donc, quand vous êtes dans la suite Microsoft, Microsoft a des engagements un petit peu différents. Microsoft, si vous avez bien géré vos droits, vos accès de votre profil, finalement, ça c'est géré finalement au niveau de l'organisation. L'information est dans un serveur, du moins la promesse de Microsoft, c'est que l'information est dans un serveur au Canada. Donc, ça règle beaucoup des parties au niveau de la propriété, de la confidentialité des données. Ils ont l'engagement qu'ils ne l'utilisent pas non plus pour entraîner leur système d'IA et que les données sont supprimées en dans de 24 heures de mémoire que vous envoyez. Donc, c'est-à-dire que votre information elle est vraiment presque pleinement protégée. Dans les cas où est-ce qu'on est encore dans des informations plus sensibles, par exemple, mettons, Revenu Québec ne pourrait pas faire ça, il faudrait que ce soit un serveur local, mais il y a certaines particularités qui permettraient de le faire. Fait que la plupart des organisations avec une suite copilote, ça règle le problème de la protection de la donnée. Mais il y a un petit travail à faire pour s'assurer que les documents que Copilot a accès ne brisent pas finalement la protection des données à l'interne de l'organisation. Par exemple, il y a un cas où est-ce que il y a des gens, une organisation qui a activé des licences à tout le monde, puis ben tout le monde a eu accès à toute l'information dans l'organisation parce qu'ils n'avaient pas géré leurs accès. Fait que ça veut dire que les contrats de travail ont été diffusés à tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui ont tombé des contrats de travail de collègues. Fait que je vous épargne les discussions qu'il a fallu avoir sur l'égalité salariale par la suite. Bref, il y a des petits trucs à faire attention à ce point-là. Mais en général, la plupart des solutions peuvent bien l'utiliser. Si vous avez plus de ChatGPT, ben, essayez de ne pas mettre des informations confidentielles. Copilot n'a peut-être pas les mêmes capacités parce qu'il est un petit peu plus vanille, là, il est plus, il tente plus de gérer les différents risques, les différents éléments, fait qu'il est peut-être moins créatif, disons, dans ses réponses. Souvent, ce qu'on observe, ben, c'est un entre-deux entre la performance et la sécurité des données. Merci. Ça fait plaisir. Je pense pas que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Parfait. Donc, sinon, vous pouvez lever la main. On va parler un petit peu maintenant de l'éthique, de justement, c'est quoi les risques et les enjeux tu sais, de ce type de solution-là ou de l'IA en général. La section va s'appeler l'IA et la société. On va parler surtout de ce qu'on appelle maintenant, qui est beaucoup très promu au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est l'utilisation responsable de cette technologie-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette patente-là de responsabilité? Nous, on base beaucoup notre approche sur ce qu'on appelle les principes de la déclaration de Montréal, qui sont une déclaration de 10 principes. J'en ai juste 9 à l'écran parce que je trouvais que ça faisait plus court au niveau de la présentation. Le 10e, c'est le développement, au niveau de l'environnement, l'impact environnemental à travers ça. Bref, les 9 ici me semblent souvent ce que je vois le plus les organisations au niveau des enjeux internes de l'organisation. Cette déclaration-là, finalement, énonce trois groupes de principes, individuels, sociétaux, puis de gouvernance. Et lorsqu'on veut mettre en place des systèmes d'IA, on vient d'avoir un très bon exemple sur la protection de l'intimité et de la vie privée
Puis finalement, ce qu'on pourrait même embarquer aussi, là, ce qui inclut toute la protection des données, etc., souvent on va le regrouper dans la boîte jaune, qui est de dire, je veux mettre en place cette solution-là, mais ce sont quoi les risques et les enjeux à laquelle je dois m'intéresser pour m'assurer de le faire et de ne pas contrevenir et pas de représenter un risque pour mon organisation. Donc, la boîte jaune est souvent très utilisée pour tout ce qui est les protections des données. Mais vous avez aussi des éléments comme euh, l'équité, par exemple, l'inclusion, la diversité et la solidarité. Ces éléments-là, je vais revenir un petit peu plus tard avec un exemple appliqué purement au RH, fait que je vais moins mettre mon focus, mais vous avez aussi le respect de l'autonomie. Euh, Par exemple, si une organisation disait que tout le monde doit utiliser l'IA générative, copilote, ben, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de solution-là. Puis il y a un travail à faire au niveau de l'organisation pour s'assurer que les gens sont capables de continuer leur mécanisme de travail usuel, puis de faire une transition vers des mécanismes de travail qui peuvent utiliser ou non la technologie comme l'IA générative. Euh, il y en a d'autres peut-être au niveau des principes de gouvernance qui sont peut-être moins appliqués, où on va plus souvent plus s'intéresser à la responsabilité au niveau des organisations, qui est de dire, ben, parfait, maintenant, est-ce qu'on met en place une gouvernance de l'utilisation des systèmes d'IA, puis c'est qui est responsable que si, excusez-moi le terme, ça fuck up, qu'on soit certain qu'on puisse adresser à la bonne personne pour gérer finalement les cas et l'enjeu de risque pour l'organisation. Participation démocratique, ça s'applique probablement moins ici. La prudence, c'est vraiment ce que la plupart des organisations vont mettre en place naturellement, de dire, c'est cool cette technologie-là, mais j'ai pas envie de me lancer tête baissée dans ça, donc comment je peux agir avec diligence finalement, puis y aller étape par étape pour faire ça. Fait que c'est plus des principes dans lesquels on peut se ramener pour se rattacher à nos valeurs et essayer de mettre des actions en place qui vont permettre de mitiger les risques d'utilisation de la technologie. À peu près toutes les organisations ont vraiment un grand désir d'utiliser ça parce qu'il y a des belles promesses de gain de productivité. L'idée, c'est plus de se ramener à certains principes, certaines valeurs qui vont diriger la manière qu'on va mettre en place ces actions-là, qui va aussi nous permettre de gérer de mettre en place une gestion de changement adaptée à notre organisation, qui va permettre de pouvoir dire, ben, les gens, il y a beaucoup de gens dans les organisations qui ont peur de ces technologies-là, mais comment on peut adresser ça, faire en sorte qu'on déploie quand même la technologie, mais qu'on adresse les différents éléments, leurs craintes, et qu'on les forme adéquatement, puis qu'on s'assure que l'outil est utilisé de manière responsable et en adéquation avec, par exemple, de ne pas mettre des informations confidentielles dans ChatGPT, puis différents éléments comme ça à travers ça. C'est quoi plus concrètement les risques souvent qu'on va entendre? Les données sensibles, on a parlé d'un très bon exemple, c'est un des grands risques d'utilisation de l'IA générative actuellement, où est-ce que il y a des systèmes qui le gèrent bien, des systèmes qui le gèrent moins bien. Donc, tu sais, de prime abord, là, tout ce qui est numéro d'assurance sociale, des informations très sensibles et confidentielles comme ça, là, on évite d'utiliser ça. Euh, on va avoir un petit cas qu'on va faire au niveau des CV, justement sur la discrimination illégale. Il y a un risque à utiliser, par exemple, des CV dans un chat GPT de ce monde, euh, pour différentes raisons qu'on va revenir plus tard. Mais bref, la discrimination légale, ces systèmes-là ont été démontrés, qui ont une représentation du monde qui peut s'apparenter des fois à la discrimination, qui peut être jugée illégale, selon la Charte des droits de la personne et de la jeunesse, qui fait en sorte qu'il faut l'utiliser dans certains contextes avec un peu plus de sensibilité. La dépendance, ça, ces technologies-là est un grand risque parce que si finalement, du jour au lendemain, ça ne marche pas, OpenAI ou etc., puis que c'est très intégré dans notre flot de travail, ben, ça se peut qu'on ne va pas avoir les gains, on va pas avoir de la productivité qu'on est capable d'atteindre pour cette journée. Bref, c'est une dépendance informatique qui est très importante, qui s'applique aussi à d'autres types de logiciels informatiques aussi. Le plus grand élément qu'on entend souvent, là, c'est le gain de productivité qui n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a quand même un risque à ça qu'il va y avoir une asymétrie de gain de productivité en fonction des travailleurs. Il y a des gens qui sont des fervents utilisateurs, qui ont vu beaucoup d'amélioration de la productivité, qui sont souvent les travailleurs d'information, qui vont écrire beaucoup de documents, écrire des politiques, analyser l'information, faire de la vigie d'information, lire beaucoup d'articles. Puis tout traiter cette information-là demande beaucoup de temps. Puis ces outils-là deviennent des très bons leviers pour accélérer le processus ou en faire peut-être plus avec le même nombre de temps. Mais il y en a d'autres où est-ce qu'ils sont peut-être plus dans le relationnel, que là, cette productivité-là n'est peut-être pas au rendez-vous. Fait qu'il faut bien choisir où est-ce qu'on investit nos efforts, puis il faut accepter que ça se peut qu'il va y avoir un risque qu'on va déployer des efforts, des logiciels, acheter des licences, puis que la productivité ne sera pas à la hauteur de ce qu'on veut. L'adoption. Euh, Souvent, on entend des organisations acheter des licences, mettre ça dans les mains des employés, puis c'est pas mal ça qui se passe. Ça arrête à peu près là. Il y a du travail à faire pour s'assurer que les gens l'utilisent adéquatement, s'assurer que les gens l'utilisent tout court. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau de ça.
Puis j'en ai déjà parlé, mais la gestion du changement est le plus gros élément, là, surtout dans les travailleurs et travailleuses qui sentent qu'une partie de travail pourrait être automatique grâce à ces solutions-là, avec raison, ou qui peut-être des fois l'impression, elle est là, elle n'est pas toujours véridique, mais des fois, elle l'est. Donc, il y a quand même un élément à très gérer à ça, puis de s'assurer que, à mon avis, à notre avis du moins, qu'on prend en considération finalement les craintes des travailleurs et travailleuses pour s'assurer qu'on met ça en place adéquatement. C'est quoi qu'on vous recommande, nous, personnellement, de faire? C'est une politique de gouvernance de l'IA qui définit c'est quoi les compétences qu'on cherche à avoir comme organisation au niveau de l'IA. C'est quoi les rôles et responsabilités au niveau de ces systèmes-là? C'est quoi les manières qu'on veut décider qu'une utilisation de l'IA pour nous est en adéquation avec nos valeurs et nos principes? Puis ça, c'est un document qui n'a pas nécessairement besoin d'être volumineux. Il y a beaucoup d'exemples en ligne. Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez vous rattacher. Ça peut se tenir sur plusieurs pages comme ça, juste sur une ou deux pages. Par exemple, de mémoire, il y a une organisation, là, j'ai oublié le nom, mais une organisation publique qui ça se tient sur deux pages. C'est vraiment pas compliqué. Puis souvent, ce qu'on veut faire, c'est surtout contextualiser cette politique-là avec les autres éléments en place, comme une politique sur la cybersécurité, une politique sur la loi 25, sur toute la protection des données. Donc, juste de montrer comment ces différents artefacts-là vivent ensemble pour s'assurer que ce soit clair pour les employés et les travailleurs, travailleuses de comment on utilise ces outils. Euh, Gestion du changement, j'imagine, je pense pas apprendre rien à personne, là, mais quand même, pour nous, c'est important de l'adresser. Il y a beaucoup d'organisations qui partent avec l'idée de ah non, ça va être facile. Nous autres, nos gens sont habitués d'innover puis de changer. C'est souvent très faux, là. On n'est pas des professionnels de gestion du changement, mais on le voit, les impacts que ça a. Puis il faut commencer par ces éléments-là, puis d'avoir une stratégie en place. C'est ce qu'on vous recommande le plus souvent, en fait, presque tout le temps, de commencer avec. Vous n'avez pas d'expérience des gens qui peuvent vous aider, sinon c'est juste de passer à travers les différentes boucles et c'est ça. Vous allez avoir qu'est-ce que tout ça passe. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Non? On a hâte d'aller dans les cas d'application. Génial, parfait. On va embarquer dans les cas David, d'application. juste, excuse-moi, Oui. il y a une Oh, il y en question a dans de le chat. Yves. Non, non, il y a une question de Yves. Oui, excuse-moi, je n'avais pas vu Ah, ben oui, j'avais pas vu ta main suivre. Vas-y, tu peux y aller. Ben, je me demandais, j'aimerais ça en entendre un peu plus parler sur l'impact environnemental, en fait, parce que dans tout ça, finalement, ben, ça peut avoir aussi augmenté beaucoup notre empreinte environnementale, si je comprends bien. Actuellement, le problème, c'est que c'est difficile, c'est mitigé. Euh, il y a une partie des gens qui disent, parce qu'en fait, je vais recommencer. Pourquoi c'est mitigé? C'est qu'on peut pas réellement mesurer la consommation électrique de ces systèmes-là parce qu'on n'a pas accès à cette information-là pour OpenAI et Azure, par exemple, avec Microsoft. Fait que ça limite déjà beaucoup l'information qu'on peut aller chercher. Maintenant, on peut déterminer et mettre des hypothèses pour essayer de mesurer l'impact de ça. Il y a d'un côté, je vois des gens qui disent que l'impact, c'est super important, puis il y en a d'autres qui disent que entre, si tu consommes un steak de 200 grammes, c'est l'équivalent de mémoire, je pense que c'était 10 000 requêtes à ChatGPT. Fait que, tu sais, il y a comme un élément relatif à mettre en place. La réponse exacte, d'après moi, se situe peut-être entre les deux. Il y en a qui disent que c'est l'équivalent de, je pense, quelque chose comme faire 10 fois le tour du monde par année, ce que les gens consomment. Fait que, tu sais, il y a comme une couple d'éléments qui sont très extrémistes. Fait que, actuellement, c'est difficile de faire du sens concrètement sur c'est quoi le vrai impact. C'est sûr que si on inclut l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, qui c'est-à-dire, ben, c'est sûr que si on fait avec l'hydroélectricité, pour nous, l'impact est moins. Si on va aux États-Unis, puis c'est du nucléaire et du charbon, l'impact est différent. Puis après ça, ben, pour faire fonctionner ces systèmes-là d'IA générative, ça prend ce qu'on appelle des cartes graphiques, qui sont finalement des gros appareils de calcul spécialisés pour faire du calcul de ce type-là, qui sont aussi utilisés pour les jeux vidéo dans les ordinateurs. Ben, il y a une chaîne d'approvisionnement de matériaux rares qui doit se mettre dans ça, qui fait en sorte que l'impact de créer ces appareils-là est aussi important. Les transporter aussi, souvent, ce sont des matériaux qui sont, par exemple, en Afrique du Sud, qui sont assemblés en Chine, puis après ça, sont amenés aux États-Unis. Ben, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'impact de ça. Fait que l'ensemble de cette chaîne-là est difficile actuellement à estimer clairement. Il y a une chercheuse à Montréal, Carla, je me rappelle plus comment prononcer son nom de famille, le Bruschiolini, là, de mémoire, quelque chose comme ça, est à l'Université de Montréal, qui essaie de beaucoup s'intéresser à cette question-là, mais c'est beaucoup dans les hypothèses, puis il n'y a pas encore eu moyen de vérifier l'impact réel.
Donc, il y a beaucoup d'organisations, ce qu'on voit, ce qu'ils veulent faire, c'est dire, bon, on va essayer de le mesurer, on va essayer de le compenser, mais tu sais, ça nous prend un calculateur, puis la manière de calculer n'est pas toujours pareille. Fait que c'est complexe à faire. Nous, ce qu'on donne souvent comme guideline, c'est dire, il y a des cas d'application que ça se peut que ce soit pertinent. Je vais donner, mettons, l'exemple de mon père. Pour lui, pour moi, je pense que c'est pertinent, ça l'aide à travailler, mais c'est quoi l'impact réel de juste corriger les courriels, finalement? Ben, il n'y a pas accès à la ressource parce qu'on veut engager. Fait que c'est comme compliqué de faire le choix exact. Mais c'est sûr que si vous faites juste faire des tables pour compléter vos phrases avec un IA génératif, c'est peut-être beaucoup d'impact environnemental pour pas beaucoup de résultats. Euh, il y a des cas où est-ce que les gens vont sortir de l'IA générative qu'on va appeler un bazooka pour tuer une mouche, là, finalement, là. Ben, c'est là qu'on essaie de leur donner un petit peu de discernement, de dire, tu n'as pas besoin d'une IA générative pour processer des factures. Tu as d'autres systèmes qui le font très bien sans avoir besoin de ce genre d'impact-là environnemental. Fait que c'est juste d'avoir du discernement. Je ne l'ai pas présenté ici parce que justement, pour moi, les étapes pour se rendre jusque-là aussi en dehors de, c'est plate parce que ça faisait pas un équilibre entre les organisations, que l'on commence à avoir plus d'informations sur tout ça, sur dire c'est quoi vraiment, comment on le calcule, puis comment on peut le compenser. Mais il n'y a pas encore personne qui a vraiment fait la boucle complète. C'est ça qui est comme plate. J'aimerais avoir des réponses plus concrètes que ça, mais il n'y en a pas beaucoup encore disponibles. Je surveille beaucoup ça personnellement, on s'intéresse beaucoup à ça, mais j'ai pas rien de plus que. On le sait qu'il y a un impact, mais là, c'est de savoir à quel point c'est grand. Euh, Ça répond à ta question. Donc, bref, à surveiller, puis à faire attention de ne pas l'utiliser non plus pour n'importe quoi. C'est souvent les règles du pouce qu'on donne actuellement. D'autres questions? Je pense qu'il y en a dans le chat. Je ne sais pas s'il faut que j'y réponde tout de suite. Impact, ouais, OK, je vois qu'il y a l'impact sur l'environnement. Oui, effectivement, c'est le 10e. Avez-vous mentionné le 10e? Oui, c'est ça, l'impact sur l'environnement. Parfait. Je vois que la personne a répondu. Maintenant, les cas d'application. Justement, tu en as parlé des cas d'application de générative, là, mais il en existe de différentes formes, là. Il y a ceux qui peuvent générer des images, qui peuvent générer du texte. Vous avez ici là, des exemples de solutions qui peuvent le faire. Souvent, les cas d'application pour les organisations qu'on entend qu'ils utilisent, c'est, mettons, générer des images pour des posts sur les réseaux sociaux ou de mettre des images dans un rapport annuel qui sont générés par l'IA. Par exemple, on a entendu des cas qui ont fait ça. Ces systèmes-là, c'est le même principe, vous écrivez une requête, puis ça peut vous permettre de générer des images, par exemple, qui ressembleraient à ça, qui sont extrêmement belles. Ça, c'est une image qui a gagné un prix artistique d'ailleurs. Ça fait vraiment une tollé parce que là, c'est un IA qui a gagné un prix artistique avec des humains. Fait que là, c'était comme un petit peu très polémique. Euh, c'est sûr que ces systèmes-là d'IA générative aussi, d'images particulièrement, ont un énorme enjeu au niveau de la propriété intellectuelle qui n'est pas encore résolu au niveau du droit. Ou est-ce que ces IA-là ont été entraînés sur des images prises à partir du web, qu'il y a parfois des images qui sont sous la protection des droits d'auteur. Donc, est-ce que de générer une image qui a été entraînée sur des systèmes d'images qui appartiennent à des auteurs avec des droits d'auteur, comment on gère ça, là? Il n'y a pas eu de jurisprudence encore. C'est une question qui est ouverte. Il y a des procès qui sont en cours actuellement, du moins qui sont ouverts, mais il n'y a pas de cas d'application encore concret. Il y en a des systèmes qui vous promettent de ne pas utiliser des IA qui sont sous la protection, excuse-moi, des images qui sont sous la protection des droits d'auteur. Donc, il y a moyen quand même de pouvoir gérer ce risque-là adéquatement. Mais ces systèmes-là ont quand même une limitation dans leur représentation du monde. Ça, ici, c'est une image qui a généré un saumon dans l'eau. Donc, vous voyez que le concept de poisson et de saumon n'est pas acquis. Là, on voit que c'est plus comme un genre de tatami, là, un peu, là, quasiment, là, tu sais, qui était un genre de sushi un petit peu mal représenté ou un genre de poisson dans un présentoir de poissonnerie. Fait que ça se peut que vous ayez des trucs un petit peu surprenants. Euh, Souvent, ce qu'on voit, c'est que l'humain détecte ces espèces de cas d'application-là un petit peu aberrants, met ça sur Twitter ou sur Internet, puis dans les semaines qui suivent, c'est corrigé, puis on trouve une manière de corriger ce problème-là. Mais il y a des représentations du monde qui sont vraiment pas adéquates. Si vous voulez faire un petit peu plaisir, des fois, googlez, mettons, IA générative qui génère des images que pas rapport, là, mettons, là, il y en a des très, très, très intéressantes, un petit peu funky. Bref, d'autres cas d'application qu'on voit d'utilisation des génératives qui commencent beaucoup à arriver. Peut-être que vous avez vu ça, Antidote présentement a sorti une nouvelle version. Et la nouvelle version utilise l'IA générative pour vous aider à corriger finalement les textes. La grande force de ces systèmes-là, c'est que les limitations actuellement dans les systèmes qui avaient en place chez Antidote, c'était difficile dans les longs textes de garder un fil conducteur. Des fois, les référents n'étaient pas toujours clairs, donc la qualité des fois des recommandations était plus limitée. Puis, il n'était pas encore capable de vous recommander des reformulations de phrases qui pourraient être plus claires, euh, plus tel type de thématique, plus direct, plus ci, plus ça. Puis là, finalement, ce type de correcteur-là, en utilisant ce type de technologie-là, est capable d'aller beaucoup plus loin dans la recommandation d'une phrase, d'une manière de reformer votre phrase pour être plus clair. Donc, vraiment intéressant comme fonctionnalité. Puis vous avez aussi son équivalent en anglais qui s'appelle Grammarly,
qui est, à mon avis, vraiment extrêmement avant-gardiste dans les capacités d'utiliser ça. Personnellement, moi, je l'écris quand j'écris des articles en anglais pour ma recherche. Extrêmement pertinent, ça donne des très bonnes recommandations, mais c'est des solutions qui sont quand même relativement dispendieuses, là, étant donné la capacité qui est beaucoup plus avancée. Bref, très bon outil pour aider à la rédaction. On n'est pas dans un cas de ChatGPT, on est vraiment de dire on veut écrire nous un texte qui pourrait avoir été écrit par ChatGPT quand même, puis qu'on vient le corriger, puis qu'on vient le bonifier, puis on vient l'améliorer. Vous avez aussi ce qui est les assistants numériques. On en a parlé un petit peu plus tôt, Copilot, Gemini. C'est quoi la différence entre un assistant numérique et ChatGPT? C'est qu'un assistant numérique, comme Copilot 365, c'est qu'il est pleinement intégré dans la suite bureautique. Vous pouvez, par exemple, utiliser Copilot dans Excel en cliquant sur un petit bouton. Vous pourriez atteindre le même résultat en copiant-collant votre Excel ou en le déposant dans ChatGPT. Mais qu'on vous offre avec une intégration comme ça, c'est une intégration dans votre environnement. Vous pouvez, par exemple, ouvrir un document doc, surligner un paragraphe, puis demander de reformuler ce paragraphe-là à Copilot. Donc, c'est vraiment à quel point ça vit dans l'écosystème complet de Microsoft. Puis, bien sûr, la protection des données qu'on avait parlé un petit peu plus tôt. Gemini, c'est son équivalent, mais dans la suite Google. Un petit peu moins intégré, à mon avis, que Copilot 365, mais quand même assez présent, puis qui sont en processus d'intégration. Tu sais, mettons, avec Copilot, vous pouvez lui demander de créer des présentations à partir de styles, à partir de thèmes, à partir de sujets, puis à partir peut-être d'un contenu en point de forme que vous avez commencé à écrire. Vous pouvez lui demander d'écrire des documents dans Doc, reformuler des paragraphes, faire des résumés de paragraphes, faire des résumés d'un fil courriel. Un très bon exemple que j'entends souvent, les gens, par exemple, qui vont en vacances, qui reviennent, il y a une conversation courriel de 10-15 échanges sur un sujet, puis ils sont comme, hey, c'est quoi que je dois prendre comme action? C'est quoi l'information pertinente pour moi là-dedans? Ben, ils utilisent Copilot, par exemple, pour dire, fais-moi un résumé de ça, c'est quoi les action items que j'ai besoin de prendre, puis de mettre en action le plus rapidement possible, c'est quoi qui est prioritaire, puis le système permet d'extraire cette information-là plutôt qu'il ait besoin de lire l'échange courriel au complet. Fait il peut avoir une pertinence de priorisation des tâches en revenant, par exemple, de vacances qui peut être intéressant. Mais bon, ça arrive une fois par année ou peut-être un petit peu plus dépendant du nombre de vacances que vous prenez, mais on voit que l'impact global sur la productivité n'est pas nécessairement non plus énorme. Ça, c'est un cas, en fait, un exemple qu'on avait fait avec Sukudevi, peut-être que vous connaissez, là, qui est un organisme finalement qui vise à faire la promotion du modèle coopératif à l'international. Puis la manière, eux autres, qui fonctionnent beaucoup, c'est que pour leurs projets, ils font beaucoup ils répondent beaucoup à des appels à projets. Puis, ben, c'est des documents à peu près d'une cinquantaine de pages. Là, je vais juste, excusez-moi, vous partagez. Là, vous voyez mon écran. Parfait. Chat GPT. On va faire une petite démo, en fait, pour montrer un petit peu justement ces capacités pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, c'est un appel à projet. En fait, c'est une cinquantaine de pages de mémoire, si je ne me trompe pas, cet appel à projet-là. Puis, il s'en génère quand même beaucoup dans un mois et dans une semaine. Donc, souvent, le problème qu'il y avait, donc là, oui, ici, ok, parfait. C'est 45 pages. Donc, souvent, le problème qu'il y avait, c'était de dire, ben, c'est cool, on part. Bon, on va partir à zéro. On part finalement, puis, excusez, là, je fais deux choses en même temps. Je vais faire une chose, là. Ils partent avec beaucoup de ces appels à projets-là, puis ils veulent les prioriser, ils veulent y répondre, ils veulent les faire les différentes étapes associées à ça. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir dire, ben, est-ce que un système comme ça pourrait m'aider à faire ces genres de tâches-là? Une bonne manière d'utiliser ces systèmes-là, c'est de lui donner un rôle, donc un peu comme un stagiaire, des instructions. Si vous avez un exemple, si on dit je suis un agent de développement de coopérative internationale pour mon organisme, je présente mon organisme. Donc, Sucodéli, c'est quoi ça fait? Donc, je parle ça appuie les coopératives comme moteur de développement socio-économique. Je parle de la mission de l'organisation. Puis, je parle des trois valeurs, finalement, coopérer, enrichir et partager. Ensuite, ça, c'est mon contexte qu'on appelle. Donc, la tâche le rôle, le rôle, finalement, dans lequel que je veux qu'il fasse. La tâche, c'est l'autre phrase après qui est voici un appel à projet. Il est en anglais. J'aimerais que tu l'utilises pour m'aider à répondre à des questions. Puis je veux que tu gardes le document pour répondre à la prochaine question. Puis je veux que tu répondes en français. Là, ici, j'ai utilisé le mot français en cap lock. Il y a un objectif à ça. Quand vous écrivez en cap lock à ces systèmes-là, ça ne donne pas la même importance. Donc, il va plus accorder d'importance à cette instruction-là par rapport à d'autres. Donc, si on prend ça, oups, et qu'on lui donne ce rôle-là finalement avec ça, mais là, par la suite, on pourrait lui poser des questions. Donc, il est en train de l'intégrer. Donc, un résumé en 10 phrases, par exemple.
Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir créer ce résumé-là de manière assez rapide. Et là, il va nous générer un résumé. Bon, maintenant, quand je vous parlais de processus de contrôle, ben, faut faire confiance à cette solution-là, comme quoi que tout ce qui est extrait, c'était pertinent. Parce que sinon, si je m'en vais lire le document, puis je fais moi-même un résumé, j'ai pas vraiment sauvé de temps. Donc, il y a quand même un travail à faire sur la confiance du système, puis une manière de se l'approprier. Mais ici, il m'a fait un beau petit résumé de différence. Je pourrais dire, ben, est-ce que ce projet est pertinent avec notre mission, par exemple? Pertinent avec notre mission. Vous n'avez même pas besoin de faire des phrases complètes en général, là. Vous pouvez être assez directif. Bon, là, ça semble bien dire. Puis, mettons, j'aurais pu demander de justifier. Là, il l'a fait quand même assez naturellement. Là, tu as peut-être un petit peu verbaux. Mettons, pertinent, pertinent avec notre mission. Justifie tes raisons. Ouais, concis, concis et bon, là, quand je parlais de reformuler, c'est un très bon exemple. C'était pas exactement ça que je voulais. Bon, il est peut-être pas beaucoup plus concis, mais il est un peu plus concis. Puis là, en offrant un soutien technique, bon, on voit que tu essaies de justifier, c'était peut-être pas assez complet. Ben, c'est ça que je veux dire par faut répéter puis retravailler avec ce genre d'outils-là. Puis ça, à mon avis, ce sont des compétences qui doivent ou qui peuvent être développées pour être capable d'apprendre à vraiment utiliser cet outil-là adéquatement ou de dire, ouais, dans ces contextes-là, ça répond pas à mes besoins, j'aime pas ça, j'aime plus ça pour ça. Souvent, ce qu'on va voir, les gens, ils vont dire, fais-moi, réponds à la proposition, puis réponds à ça. Soyez plus précis dans qu'est-ce que vous voulez faire comme tâche. De d'écrire un 10 pages au complet, ça se peut que la qualité ne sera pas au rendez-vous. Souvent, on va plus dire, ben, réponds à cette question-là dans le document. Réponds à cet élément-là, puis travailler paragraphe par paragraphe ou question par question, ça va être plus bénéfique. Bref, c'était juste pour vous démontrer un peu le genre de manière d'utiliser ça. Vous pouvez faire la même chose avec un outil comme Copilote. Vous avez le trombone pour pouvoir insérer n'importe quel type de document. Ça répète un budget, par exemple. C'est propose-moi un budget. On pourrait demander de proposer un budget retourne-le en format Excel. Là, il va vous générer un Excel. Est-ce que le budget va être bon? C'est à travailler, là. Euh, donc, là, tu vois, proposer un budget, j'avais établi des catégories courantes. Parfait. Là, il est en train d'analyser, puis il va me générer un Excel à la fin. Ça se peut que le budget ne sera pas super pertinent, mais ça pourrait être un bon premier point de départ. Vous pourriez avoir un template que vous utilisez. Voici un template à utiliser. Maintenant, je vais moi un budget qui répond à ça. Bref, là, il analyse, ça se peut que ça va être long. Ah, je pense que là, il l'a fait. Et voilà. Fait que là, j'ai un lien, puis je peux avoir un budget. Vous ne le verrez pas, là, malheureusement, parce qu'il ne va pas s'afficher à l'écran que je vous partage là. Mais c'est un beau petit fichier Excel que vous pouvez commencer à travailler dessus. Puis, ben, bon, il n'est pas super complet, là, il y a 6 lignes, puis il présente des chiffres, mais on pourrait un peu lui donner un template, par exemple, pour l'aider à faire une meilleure tâche. Qui est la même idée de, c'est un stagiaire, si vous avez jamais, il n'a jamais fait un budget de sa vie, vous n'êtes pas quand même le forme de budget que vous voulez, ben, il va vous donner un résultat qui a du sens, ça se peut que ce n'est pas ça que vous voulez. Bref, c'était pour montrer un petit peu les possibilités de ce genre d'outils. Parfait, ça. Donc, ça, c'est l'exemple aussi que je l'ai montré. Je l'avais aussi pris en photo au cas où que ça n'allait pas marcher. Maintenant, si on parle des solutions d'IA commerciales. Donc là, ça reste que Copilote, ce genre de solutions sont commerciales, mais c'est pas, ça ne cherche pas à répondre à une offre précise pour les organisations pour un problème plus précis. On ira dans des cas d'application, on va dire peut-être un peu plus génériques que travail avec l'information, mais on aurait pu commencer à voir apparaître des solutions qui se basent sur ces éléments-là pour répondre à quelque chose de très précis. On va en voir quelques-uns. Euh, il y en a beaucoup, mais un bon outil pour commencer votre recherche, je vous partage une plateforme, je vous partage la connaissance que ça s'appelle GetApp, qui est une solution canadienne qui permet de chercher un type de logiciel ou de problème que vous essayez de résoudre, puis va vous proposer des logiciels qui pourraient essayer de répondre à votre besoin. Ça se peut qu'ils vont utiliser l'IA, ça se peut qu'ils ne vont pas en utiliser. Des fois, c'est juste des logiciels traditionnels. Je sais pas, vous voulez faciliter votre gestion des horaires de travail, ben, ils vont proposer des logiciels. Puis ça vous permet de les comparer, là, tu sais, de dire c'est quoi le prix, c'est quoi les fonctionnalités, c'est quoi les règles. Bref, un très bon outil pour commencer votre recherche parce que faire l'ensemble du tour de tous les logiciels disponibles, ben, on ne passerait pas à travers aujourd'hui. Sinon, dans l'autre exemple de cas d'application, ça, c'est un exemple qui est assez courant, qu'on entend beaucoup, ce qu'on appelle, nous autres, excusez-moi, je suis allé un petit peu là-dessus, là, le maintien de l'expertise. Souvent, ce qu'on entend des organisations, c'est qu'il y a des gens qui sont soit sur le bord de la retraite, soit qui ça représente un risque parce qu'ils maîtrisent beaucoup les processus d'organisation de l'entreprise sur certains champs d'affaires, que si la personne disparaît pour X raison, ben, l'organisation est un petit peu dans le trou. Ou des fois, en fait, c'est que la main-d'œuvre avec laquelle on travaille n'est pas nécessairement qualifiée ou la qualifiée au niveau qu'on voudrait et soit trop dispendue ou pas réaliste.
Ça, c'est un exemple parce que c'était pas nécessairement réaliste. Ça, à l'écran, ce que vous voyez, c'est le nombre de livres qui sortent dans la francophonie à chaque année. On a travaillé dans ce cas-ci avec excuse-moi, une librairie indépendante qui était, le problème qu'elle faisait face, c'est que, un, il y a beaucoup de livres qui s'ajoutent dans son inventaire à chaque année. Deux, en dehors des heures traditionnelles de travail dans la semaine, donc mettons la fin de semaine et le soir, c'était difficile de garder son expertise, d'avoir un libraire ou une libraire qualifiée. Ce qui faisait en sorte que souvent, c'était des étudiants de 20 à 24 ans, souvent la fin de semaine, qui sont des fois un petit peu hangover, ou peu importe, ou qui n'avaient pas nécessairement envie de travailler, ou qui n'étaient pas confiants de répondre à ces questions-là sur des livres. Les questions sont des fois extrêmement nichées et spécifiques. C'est un des marqueurs de différenciation des libraires, où est-ce qu'ils veulent répondre à des questions très niches. Ce qui fait en sorte qu'elle allait se cacher dans le backstore. Et donc là, l'idée qu'on s'est dit, ben, travailler avec cette information-là, donc 36 000 livres, l'inventaire, la description des livres, c'est possible d'être utilisé comme source d'information pour un IA comme, par exemple, ChatGPT. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a nourri cette solution-là, comme par exemple, dans l'exemple que j'ai montré tantôt, j'ai pris le petit trombone, j'ai déposé un fichier. Bien là, on est connecté sur le système informatique. Puis là, on a des clients. Donc, dans ce cas-ci, qui posent des questions. Le conseiller peut poser la question du client. Dans ce cas-ci, une personne cherchait un livre qui porte la même nom que son enfant qui s'appelle Rémi pour qu'il puisse s'approprier, aimer plus la lecture en s'attachant à un personnage. Et finalement, ben, ça nous sort des suggestions qui ensuite la personne, le conseiller, peut guider et aider à faire des choix pour la personne. Fait que c'est un outil d'aide aux recommandations pour les personnes. Puis ça, c'est vraiment beaucoup des cas d'application qu'on voit. Ça peut être de naviguer dans des procédures d'opération, dans des documents de maintenance, bref, tout ce qui est de l'information très vaste, qui est difficile à naviguer pour un humain, puis qui fait en sorte que la main-d'œuvre est peut-être pas apte rapidement à aller chercher l'information pertinente jour 1. Vous avez un exemple aussi que j'ai fait avec des procédures d'opération au niveau de la transformation alimentaire pour faire du fromage bleu. Fait que j'ai juste pris, c'est des diagrammes que j'ai trouvés sur Internet. J'ai rentré ça dans ChatGPT. J'ai dit, je vais te poser des questions là-dessus. Je veux que tu sois capable de me répondre du processus. Puis finalement, ça permet d'établir les différents éléments. Vous pouvez me poser des questions, par exemple, c'est quoi la température adéquate pour la pasteurisation? C'est quoi le taux d'humidité, etc. Bref, tous les différents éléments, l'affinage, la température 5 degrés, 2 à 3 semaines. Puis on peut interagir sur les différents éléments pour pouvoir travailler avec ce type d'information. Maintenant, au niveau des processus, euh, cette technologie-là peut souvent être utilisée, là, c'est tout ce qui est l'écriture de rapport. Souvent très pertinent, quelqu'un peut donner l'exemple. On a vu un cas de pouvoir écrire des documentations. Donc, tout ce qui est créer un document d'information qui se base sur d'autres sources d'informations qui existent, que ce soit des noms, que ce soit du texte, etc. Aide à l'écriture de courriel, j'en ai parlé un petit peu quand même aussi. C'est un bon exemple que j'avais donné. Des demandes de subvention, pour vrai, c'est béton. Je peine un peu le gouvernement qui va recevoir les demandes de subvention qui vont tout avoir été écrites par ChatGPT. Là, ça va être assez similaire souvent, mais c'est un très bon outil pour vous aider à accélérer les étapes de ça. De la reddition de compte aussi, ça peut être un très bon outil pour vous aider à répondre à des éléments comme ça. Nous, personnellement, on utilise beaucoup ces outils-là pour ça, pour tous les crédits d'impôt, RSCDE, les affaires comme ça. On utilise beaucoup ce genre d'outils-là pour nous aider à traiter l'information, pour pouvoir générer du texte dans un style qui est demandé, finalement, la façon de présenter l'information pour faciliter le processus. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous montrer un autre que nous, une manière qu'on utilise aussi beaucoup, qui est plus au niveau des ventes ou des opérations qu'on pourrait plus s'appeler. Donc, je parlais un petit peu plus tôt que le gain de productivité n'est pas toujours égal. Moi, par exemple, dans mon cas, je travaille beaucoup à rencontrer des gens. Donc, je n'écris pas nécessairement beaucoup de rapports, mais je me posais des questions sur comment je peux améliorer mon fond de travail. Des manières que je suis arrivé, c'est de dire, ben, quand je rencontre des clients, moi, je prends des notes parce que je suis habitué de prendre des notes. Puis c'est de l'information que je veux utiliser plus tard pour pouvoir faire une proposition de service. Mais des fois, je suis en conversation, je peux manquer des éléments où l'information, le client peut me donner de l'information qui n'est pas nécessairement capturée ou que je n'ai pas le temps de capturer avec ça ou de prendre complètement ma note ou que je perds le fil, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre l'ensemble de la rencontre avec le client, puis on sert d'un processus pour générer finalement les différents artefacts qui sont associés à notre processus de vente. Donc, dans ce cas-ci, l'énoncé interne d'un projet, de portée, puis ben, ça vient remplir à partir de cette template-là, à partir des exemples, à partir de la rencontre qui a été faite, ça vient me remplir ces différents éléments. Ça me génère aussi le temps de communication. Donc, on gère à partir d'un GPT qu'on a écrit nous-mêmes et d'exemples l'ensemble des artefacts qu'on veut générer ou que je normalement générais pour pouvoir accélérer le processus. Je repasse dessus, bien sûr. Je m'assure que les éléments, je profile des trucs comme ça, mais je dirais qu'à peu près 75 à 80 du travail est fait de manière automatique avec ce genre de processus-là. On ne peut pas toujours l'utiliser, ça prend l'accord du client si on peut en faire l'enregistrement, etc.
mais ça peut être un très bon levier pour accélérer certaines étapes de processus. Donc, c'est pas l'IA qui crée la proposition à la fin. Elle m'aide juste à créer les éléments et synthétiser l'information pour m'aider à créer la proposition de service par la suite. Euh, une question qu'on me pose souvent, là j'ai changé de couleur, je l'ai mis en noir, c'est volontaire parce que ça représente pas toujours un cas d'application qui est pertinent. Les gens demandent souvent, hey, j'aimerais vraiment ça trier mes couleurs automatiquement par l'IA. Vous n'avez pas besoin d'un IA pour ça. Tu sais, on parlait tantôt de ne pas sortir le bas du cas pour tuer une mouche, là. Dans la plupart des boîtes courriels, vous avez des possibilités de mettre en place des règles de triage automatique avec des mots-clés. Par exemple, je sais pas, vous avez une boîte courriel info, puis à travers ça, vous pouvez peut-être identifier des mots-clés qui enverraient à la comptabilité, qui fait une direction à différents éléments, puis c'est juste des mots-clés que vous rentrez à travers ça. Puis ça fait déjà probablement 80 à 90 du travail. Fait que vous n'avez pas besoin de rendre ça plus complexe, c'est juste de bien utiliser votre outil à travers des règles. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer à le faire si vous allez chercher ça, mais il n'y a pas de solution magique encore pour faire ce triage-là qui vaut la peine en dehors de juste bien utiliser les outils en place. Par contre, si vous voulez répondre automatiquement à des courriels, pas par un message pour formater, mais une demande client, par exemple, qui dit hey, c'est quand mon renouvellement, etc., ben là, c'est vrai qu'il pourrait avoir un IA. Parce que là, on veut inférer une question client, aller chercher de l'information dans un système informatique et répondre au client. Il y a des organisations qui ont commencé à mettre ça en place, des systèmes qui répondent automatiquement à des questions d'utilisateurs, des questions externes, etc., tout ça. La qualité peut varier, ça dépend de la complexité des questions, mais si c'est des questions du genre comment je peux renouveler mon mot de passe ou comment je peux faire des trucs comme ça, comme du support TI, ça fonctionne relativement assez bien dans la plupart des cas. Si c'est plus complexe d'interprétation, de mise à jour dossier puis d'opérations comme ça, ben là, c'est peut-être plus limité. Fait il y a des cas que ça peut valoir la peine, mais c'est parce qu'on cherche à automatiser le processus et non à juste faire du triage dans ce cas-ci. Je sais plus, je suis rendu où, là? J'ai l'impression que. Bref, c'était à midi et demi qu'on arrêtait, hein, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça, midi et Parfait. demi. Puis il y avait deux petites questions, si je peux, Oui, si je peux juste. oui, bien Il y sûr. il y avait une première question qui était si on a un compte ChatGPT, j'imagine, ou n'importe quel compte d'IA, doit-on reprendre, pardon, la présentation de notre organisme à chaque fois? Si vous changez de compte, oui. Mais si vous. Là, OK, je comprends la question. Je vais revenir à l'outil puis je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez personnaliser. Là, vous voyez mon écran, je suis être sûr que je l'ai tout montré, là. Oui, parfait. Vous avez l'option ici, là, je vais zoomer un peu, là, c'est peut-être petit, là. Tu sais, vous avez le gros bouton aussi de votre personne. Puis là, vous pouvez customiser ChatGPT. Puis là, vous pouvez aussi de manière plus générique ici le présenter vos informations. Puis vous pouvez aussi personnaliser un petit peu la manière que ChatGPT va vous répondre, puis etc. pour ce genre de détails-là. Ici, je l'ai montré pour un exemple où est-ce que je spécifiais pour vous montrer la manière de l'utiliser. Mais oui, si vous ne faites pas cette voie de personnalisation-là, à chaque fois, vous fassiez ce genre de travail techniquement pour pouvoir être capable de le faire adéquatement. Merci. Puis il y en avait une dernière. Avez-vous des suggestions sur comment choisir des assistants spécialisés de GPT, pardon, et comment maximiser les gains de recourir à leur service? Oui, effectivement. Vous voyez ici à gauche, là, il y a des GPT qui existent. De nous, on en a qu'on fait pour des démonstrations, des éléments comme ça. Ça, c'est notre compte générique qu'on utilise pour des démos. Et vous pouvez vous-même vous faire d'ailleurs des GPT. Vous n'avez pas besoin de payer des GPT. Vous pouvez, par exemple, MyGPT ici, etc. Puis vous créez un propre GPT qui permet d'automatiser les étapes à travers ça. Euh, il y en a qui sont proposés aussi dans une librairie. Ben, il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est de bien définir c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous cherchez à faire, puis qu'est-ce que vous voulez pas que ça fasse, puis les tester. Euh, pour la personnalisation directement, là, j'essaie de voir, mettons, bon, ici j'en ai fait un, mettons, pour démontrer à des Kiro, puis finalement, ça utilise la documentation. Excusez-moi, la documentation sur le rôle de Kiro, c'est quoi les types de pratiques, c'est quoi les types d'éléments, puis ça essaie de répondre à ces questions-là. Fait que vous pouvez personnaliser l'expérience un peu plus. Puis la grosse différence qui est faite avec ces systèmes-là par rapport à juste prendre l'interface de base, c'est de standardiser un petit peu plus le processus. Si vous avez, mettons, on voyait, mettons, un Kiro, c'est peut-être un petit peu technique, là, ce que je rentre, là, mais vous pouvez configurer, mettons, les instructions, la manière dont vous voulez qu'il fonctionne, la manière dont vous voulez qu'il agit. Par exemple, si j'ai demandé d'être aidant de mémoire, de répondre, de citer systématiquement les citations des sources, puis je lui ai donné une base de connaissances, ce sont des PDF, puis je lui donne certains accès, puis certains trucs pour faire ça.
il y a possibilité d'aller plus loin dans la démarche, de connecter de manière informatiquement à d'autres sources. Là, on sort peut-être un petit peu du cadre aujourd'hui que je représentais, mais vous pouvez faire votre propre personnalisation de GPT. Puis l'idée, c'est de le rendre disponible aux autres gens de votre organisation pour que tout le monde l'utilise de la même manière, d'une certaine façon, puis que le processus soit un peu plus standard. Fait avant de se rendre à standardiser le processus, c'est de jouer avec, voir qu'est-ce qui vaut la peine d'être standardisé, puis après ça, de mettre en application une standardisation là, de tout ça. Ça répond, j'imagine. Est-ce que ça répond à la question? J'imagine que oui. Oui, puis il y avait une main levée d'Hélène aussi. Oui, Hélène. Je pense que Euh, ton micro ne fonctionne Hélène, pas, on ne t'entend pas. T'as toujours pas de son. Est-ce que c'est mieux ça? Ouais. Ah oui, là, on t'entend. OK. Bon, bah, effectivement, c'est très spécifique. Je ne sais pas utiliser un micro. Fait que c'était par rapport aux données personnelles. Quand on Oui. rentre dans des demandes de subvention, par exemple, des informations en lien avec notre organisme, euh, est-ce que c'est aussi efficace si, par exemple, eh bien, je ne mets pas le nom de mon organisme, je ne mets pas le nom de l'entreprise, la fondation, par exemple, pour laquelle j'applique. Est-ce que le résultat, j'ose pas trop le faire parce qu'on n'est jamais sûr, puis on n'est pas encore dans cette gestion du changement-là dans mon entreprise, mais est-ce que les résultats, le rendu va être aussi pertinent que si je mettais, comme là, par exemple, vous avez directement mis les informations très en lien avec votre entreprise, peut-être le montant demandé à telle ou telle institution. Je ne sais pas si c'est aussi efficace. C'est Là, il y a une limite à ça, mais souvent, plus qu'on est précis, plus qu'il va être efficace, plus qu'il va vraiment aller dans la zone qu'on veut se rendre. Euh, surtout dans le cas, si, mettons, on voudrait utiliser les valeurs de la fondation ou de l'organisme pour bien placer pourquoi est-ce que ça cadre bien avec, mettons, le programme de subvention, ben si on ne peut pas les nommer, ça se peut que c'est limité. Est-ce que donner le nom va aider à faire ça? Non. Mais de présenter les valeurs, par contre, de Ouais. l'organisation, sans nommer le nom, ou de dire je travaille pour un OBNL ou peu importe la structure juridique derrière, et voici mes valeurs, voici notre mission, vision. Ben, c'est toutes des informations qui sont sur votre site web. Fait il n'y a pas rien de confidentiel à travers ça. Fait que ça, on serait capable de bien travailler. Puis peut-être pour répondre à la question, si vous êtes sur ChatGPT, là, il y a une manière, comme je disais, de pouvoir pas utiliser les données, là, c'est dans vos settings. Puis là, il est en anglais, excusez-moi, là, Data Control, puis c'est là que vous pouvez, vous voyez, Improve Model for Everyone. Ben, en français, ça va être Mhm. la traduction française. Ben, moi, techniquement, ils n'utilisent pas les données. C'est juste que, comme je vous dis, les données vont quand même dans un serveur là-bas. Mais ils disent qu'ils ne l'utilisent pas pour améliorer la solution. C'est tout ce qu'ils disent. Fait que là, si votre organisation n'est pas à l'aise d'envoyer ces données-là, ben, donnez pas des informations confidentielles dans ce cas-là. Donnez pas d'informations qui appartiennent à la propriété intellectuelle. J'ai pas moyen de vous garantir, puis OpenAI ne vous garantit pas qu'il va pas être à quelque part, mais il dit juste qu'ils vont pas l'utiliser pour l'entraîner. Fait faut voir si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, c'est sûr que Copilot vous permet de plus régler ce problème-là. Fait que c'est de voir quel outil vous préférez. C'est sûr que Canva, là, maintenant, vous avez aussi Canva que vous pouvez éditer en live directement dans ChatGPT. Ben, c'est quand même très cool. Fait que, bref, il y a un contrepoint à voir. Si, mettons, vous voulez mettre des, tu sais, si, mettons, vous ne mettez pas votre nom d'organisation, mais faites des montants, c'est de voir qu'est-ce que risque ça représente. Fait que c'est une question de gestion de risque, en fait. Fait que j'ai pas la réponse à vous donner plus que gérer votre risque. Mhm. Il y a des manières de peut-être dire, regarde, on est à l'aise d'enlever ça, on est à l'aise de faire ça. C'est comme ça qu'on gère notre risque finalement. Puis ça va être à vous de prendre cette décision-là. Euh, c'est une réflexion à avoir. Je comprends que votre organisation n'est peut-être pas prête à tout faire les changements encore, puis la réflexion autour de ça. Fait que c'est peut-être de voir c'est quoi qui est raisonnable. Puis quand je parlais, par exemple, d'une politique de gouvernance d'IA, ben, c'est exactement d'essayer de clarifier ces zones grises-là, puis qui vous donnerait, dans ce cas-ci, un cadre pour pouvoir savoir comment bien œuvrer dans l'utilisation de cette technologie-là. Mais si l'organisation n'est pas prête à faire cette réflexion-là, ben, pour moi, ça représente un énorme risque, à mon avis, parce que le conseil d'administration n'est pas au courant sur le risque que ça représente. Fait que ça serait des bonnes idées de lever le flag. Mais pour l'instant, mon conseil directement à toi, ça serait d'éviter de mettre l'information confidentielle le plus possible. La partie comme un peu plate. Surtout si vous êtes dans le ChatGPT. Merci. Ça fait David, plaisir. il y avait une dernière main levée. Est-ce que tu veux la prendre Oui, avant oui, de bien sûr. continuer? Puis après, il y aura des questions dans le chat, mais on pourra y revenir. Parfait. Merci. C'est à moi? Oui. Oui. En fait, ben, c'est encore une question au niveau des subventions, là. Euh, Là, je constate qu'il y a plusieurs sortes de GPT, là. Si je peux m'exprimer comme ça, je suis totalement nulle là-dedans. Euh,
Et puis, si, mettons, je voudrais utiliser un GPT pour remplir une demande de subvention, pour m'aider à remplir une demande de subvention, il y en Ouais. a-tu un plus qu'un autre, première des choses. Puis, deuxième des choses, c'est que on parle de subvention, genre, les questions, c'est quasiment, chaque question est quasiment une thèse en soi, là. Ouais. C'est vraiment développé, là, Ouais. sur, L'impact social, environnemental et compagnie, ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, Ouais, genre. ouais. Alors, est-ce qu'il y a dans un, comment, ben, s'il y a un GPT en particulier, puis comment, c'est quoi, je scanne genre le rapport d'activité, puis il va sortir en lien Ben, avec le. je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions là-dessus, fait que je pense qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour en discuter. Je pense que c'est d'autres gens qui sont probablement concernés aussi. Je vais prendre aussi juste avant le temps de clarifier. ChatGPT, juste pour clarifier, c'est la solution que vous voyez devant vous. C'est-à-dire que c'est un logiciel de chat pour parler avec un IA derrière, qu'un IA qu'on appelle un Large Language Model, un modèle, un grand modèle de langue en français. Puis c'est ça, la technologie qui fait en sorte que ça permet de générer du texte. Donc, les GPT maintenant, ce sont des personnalisations du processus d'interaction avec ça. Donc, je vous en ai montré un exemple, mettons, avec Kiro. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé ici, que je veux que tu agisses en tant que système de génération augmentée de réponses. Bref, c'est un terme technique dédié aux chiropraticiens. Puis, je lui donne finalement le contexte dans lequel je voudrais qu'il œuvre. Donc, ça, c'est une personnalisation de ma manière d'interagir. Fait que ça, on appelle ça un GPT. Puis, je lui donne un nom qui s'appelle Kiro GPT. Il appartient juste à mon organisation. Maintenant, il y en a effectivement qui sont publics, que vous pouvez acheter, mais parce qu'il y en a qui sont payants, bien sûr, d'autres qui sont gratuits. Mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en a un qui est spécialisé dans écrire des demandes de subvention, par exemple. Mais vous pourriez, par exemple, dans votre organisation, décider, on pourrait en faire un ensemble, par exemple, à l'instant, on va s'en créer un, qui serait de dire, ben, subvention UC GPT, mettons. Puis là, ici, on va lui donner une description, puis on va lui donner un rôle qui serait d'interagir avec des demandes de subvention, par exemple. Mettons, qui serait dire, je sais pas, tu sais, mettons, les éléments qu'on va vouloir retrouver là-dedans, c'est quoi le contexte? Donc, c'est quoi peut-être le contexte de mon organisation? Tu sais, je suis dans le communautaire communautaire, ou je suis dans l'OBNL, je suis plus dans la jeunesse. Bref, ce genre de contenu-là qui va lui permettre d'être plus précis dans ce que vous voulez faire. Après ça, ça pourrait être de dire, ben, je suis pleinement financé, c'est-tu pour financer des opérations? Bref, tu sais, tout raffiner le détail. C'est pour ça que je vous dis, quand vous le voyez comme un stagiaire, mettons qu'on prend le contexte ici, puis on voudrait que ça, ce soit votre stagiaire qui fait votre demande de subvention, ben, c'est ça l'information que vous pourriez donner pour qu'il fasse sa tâche. Prenez le même paradigme. Dites-vous, c'est quoi je dirais à un humain, stagiaire, pour qu'il me donne le résultat que je voudrais à la fin? Puis là, ce serait d'écrire ça. Puis là, ça se peut qu'il va falloir vous peaufiner. Alors, travailler, OK, ouais, non, si ça n'a pas bien marché, travailler des trucs comme ça. Puis vous avez des guides en ligne que je pourrais vous faire partager. Là, je pense que c'est GPT France, me semble, qui est vraiment c'est ça. Je vais trouver le nom, là. Mais il y a un grand guide qui existe qui vous aide à améliorer la manière d'interagir avec ces systèmes-là, que je ferai suivre aussi avec le contenu qui va être partagé. Bref, c'est de développer tout ça. Puis là, d'un coup, que ça va être en place. Là, on s'entend, il sera pas très robuste, là, mais d'un coup, qu'il va être en place, on pourrait lui donner, mettons, une demande de subvention. Là, supposons que la demande de subvention, c'est le document que je vous ai montré tantôt, là, qui est utilisé par Soko Dévi. Mettons, c'est une demande de subvention. Puis là, on ouvre ce document-là, puis il y a une question qui est genre, expliquez-moi c'est quoi l'impact de votre organisation. Bien, ça pourrait être dire, écris-moi une réponse à la question sur l'impact de mon organisation, l'impact social de mon organisation, mettons. Puis là, ben, comme on lui a donné le contexte de c'est quoi la mission, vision, valeur, ben là, on pourrait peut-être aussi dire, ben, voici un exemple d'impact qu'on a déjà eu dans un autre projet. Puis là, c'est de le faire avec l'information. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment le travailler, le travailler. Puis là, d'un coup, peut-être que vous avez fait une première fois. La première fois, je vous dis, c'est sûr, là, vous n'allez probablement pas sauver du temps. Je ne veux pas vous faire des attentes, là. Mais la deuxième fois, la troisième fois, ben là, ça se peut que le processus va être beaucoup plus robuste, qui là va vous permettre de gagner du temps à la fin de faire ça. Puis après ça, dans tout ce qui est la reddition de compte, là, on s'entend, là, c'est aussi painful, la reddition de compte. Là. Ben, là, ça peut être de dire, ben, voici nos différentes factures, voici nos différents comptes, voici notre projet. Écris-moi des réponses à ces éléments-là dans le formulaire, aide-moi à faire telle étape, etc. Ben, c'est là que ça peut être un processus qui est un peu plus complet. Euh, Bref, il y a du travail à faire pour aller chercher ces éléments-là. Mon conseil est beaucoup de dire, commencez à jouer avec,
Regardez ce que vous aimez, qui aime écrire aussi. Ça peut être juste l'introduction du projet, l'introduction de ci, répondre à une question spécifique de l'impact social. Puis des fois, je vous le dis, là, il va être générique, là. Genre, il va manquer de chair un peu autour de l'os. Ben, c'est là que vous pouvez donner des exemples de comme, voici un exemple d'impact social. Puis là, vous le mettez, mettons, entre guillemets, puis là, vous avez votre texte que vous droppez là-dedans. Puis là, vous dites, ben, voici un exemple. Là, on s'entend, ça va vraiment être mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, bon, là, il va nous écrire un texte, puis on va voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec ça. Puis là, vous voyez, il a pris l'organisation pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires, parce que Soko c'est ça qu'il cherche à faire. Donc, en Afrique, en Asie du Sud, à travers notre programme, nous mettons en avant des solutions innovantes. Bref. Puis là, c'est de voir à quel point vous voulez qu'il soit plus proche de ce que vous voulez. Puis ça se peut aussi que la conclusion va être de dire, OK, c'est un bon début, je vais le copier-coller, puis je vais le travailler de mon côté après ça par la suite. Euh, Nous, c'est beaucoup comme ça qu'on va le faire. On va commencer comme, ah, c'est un bon début, ça fait 80% du travail, mais ce mot-là, je l'aime pas, on va juste le corriger à l'extérieur. Fait que, bref, c'est de trouver votre niveau. Faut pas s'attendre qu'à la fin du processus complet, ça va juste être, ah wow, tout est beau, je prends ça, je copie-colle ça, je mets ça dans mon formulaire. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, il y a un petit peu de travail à faire à travers ça. Mais des fois, c'est surtout de comme, tu sais, on en a rempli aussi dans la subvention, là, en tant que coopérative, on en fait aussi, là. Euh, puis des fois, tu es comme, je ne saurais pas comment répondre à cette question-là. Puis là, il te part un texte, tu es comme, exactement ça que j'avais en tête de dire finalement. Puis là, ben, c'est de retravailler les différents éléments à partir de là. Est-ce que ça répond un peu à tes questions? Génial, parfait. Euh, parfait. Là, je vois qu'il me reste 10 minutes, là. Bref, on est pas mal sur la fin, là, mais un élément pour moi, je pense qui est quand même important, juste de clarifier, là, c'est l'utilisation de l'IA générative et ce que je vais appeler juste l'enveloppe RH, là. Puis on va y aller avec un exemple que nous, on a vécu, qui est un peu pour illustrer peut-être les places que ça peut avoir la peine d'utiliser cet outil-là directement en le sortant de la boîte par rapport à des solutions logicielles complètes qui vont probablement apparaître dans le futur. Parce que présentement, il n'y a pas beaucoup de solutions de gestion RH ou euh, d'outils là, tu sais, finalement sur analyse des CV, etc., qui utilisent pleinement l'IA, surtout l'IA générative. Ça risque de venir, mais en attendant, s'il y en a qui se disent, ah, voici une manière que je peux l'utiliser, c'est juste pour déconstruire certains éléments. Bref, vous avez un exemple, nous, on a ouvert un poste il y a 11 mois, c'était pour une coordonnatrice marketing, coordonnatrice marketing. On a eu 128 candidats. On n'a pas de département RH. On était 10 un petit peu moins que 10 à l'époque. Moi, quand j'ai vu 128 candidats, j'ai un petit peu eu un arrêt, là. Genre, je pensais mourir. Je me disais, faut pas que je regarde 128 CV, là. Genre, ça va être vraiment beaucoup de travail, là. J'ai jamais fait ça de ma vie, puis là, on part avec ça. Bref, on s'est dit, ben, comment qu'on peut essayer d'utiliser la technologie pour nous aider à faire ça? Euh, un des éléments qui peut être intéressant, c'est de dire, je veux que tu me fasses un alignement entre des CV et mon offre d'emploi. Je vais donner un exemple ici, là, c'était pas les CV qu'on a reçus, c'est mon CV puis le CV de notre président, puis j'ai mis l'offre d'emploi. Là, c'est de dire, tu sais, on va faire un triage des CV, dans le sens que je veux qu'ils me sortent les points forts, les points faibles. J'aurais pu être là, on ne voit pas en haut, mais j'avais donné des instructions sur, je veux qu'ils me sortent les points forts, les points faibles, etc., des éléments comme ça. Ben, ça peut être un bon outil pour nous aider à partir d'une liste de 50 CV, faire ressortir les points forts et les points faibles pour après ça, aller voir le CV de ceux qui me semblent pertinents ou de vérifier certains éléments, puis peut-être de faire un pré-filtrage à travers ça. Donc là, c'est sûr que nos CV, on est des développeurs, Dominique et moi. Donc, c'est sûr qu'en termes de marketing, on cochait pas beaucoup les cases. Il a quand même réussi à trouver des points forts. Fait que ça se demandait qu'est-ce qui est pertinent à travers ça. Mais bon, on connaît l'intelligence artificielle, donc nécessairement, c'est intéressant si on cherche un rôle de marketing dans une organisation qui fait l'intelligence artificielle. Donc, il a réussi à sortir des éléments avec ça. Fait que ça peut être un bon moyen de sortir les points forts dans ce genre d'application. Maintenant, euh, de sélectionner reculer en arrière, je suis un petit peu trop. De sélectionner des CV automatiquement par ChatGPT, ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ce que je dis ici, c'est que c'est bon de dire, j'ai 10 CV, fais-moi un résumé des 10 CV, des points forts, points faibles, et après ça, je prends cette information-là et je la traite. Mais si vous dites que voici 10 CV, choisis-moi le meilleur CV, faites pas ça. Pourquoi? Ces systèmes-là ont été prouvés discriminants. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un poste, une coordonnatrice ou un coordonnateur marketing, ben, de par les biais en place par les postes, ça se peut qu'il va nous recommander une femme ou un homme, dépendant du type de poste. Puis ça, ben, en tant que tel, si on va la des droits de la personne, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, là maintenant, comment vous le prouvez? C'est un risque à gérer. Moi, ce que je vous dis ici, c'est de faire attention.
parce que ces systèmes-là vont avoir des biais de la représentation du monde qui va faire en sorte que ça se peut que ça vous mette dans une position défavorable. Puis après ça, ça reste que quelqu'un doit faire un audit sur vos processus de gestion, puis être capable de vous taper sur les doigts, puis de dire que c'est pas une bonne chose que vous faites. Moi, je pense plus ici, c'est dans ce que je parle d'utiliser de manière responsable l'IA. C'est un bon exemple de demander-lui d'extraire l'information, mais pas de faire un choix à votre place. Un autre bon exemple, ça pourrait dire de faire des résumés des CV, des formations, des éléments comme ça, pour après ça peut-être l'inclure dans une autre étape de votre processus pour trier ça. Vous avez déjà beaucoup de ces étapes-là, des fois, qui sont faites par des systèmes pour une plus grosse organisation de gestion des ressources humaines, qui peut-être devient moins pertinent à plus grosse échelle, mais c'est une plus petite organisation. Vous recevez une cinquantaine de CV, vous voulez être capable de trouver la bonne personne pour votre mission, votre organisation. Ben, ça peut être une bonne manière de traiter l'information et jouer avec ces informations. Par contre, comme je l'ai dit, les CV, c'est des données confidentielles, techniquement. Donc, si vous utilisez ChatGPT puis les CV sans s'en va en Europe, excusez-moi, aux États-Unis, vous n'avez plus de contrôle sur ces données-là. Fait que probablement que Copilot est un meilleur outil à utiliser que ChatGPT dans ce contexte-là. C'était pour vous montrer ça. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant pour être utilisé dans le traitement d'informations au niveau des CV, mais il faut faire attention, puis il faut l'utiliser avec parcimonie, puis il faut être alerte aux enjeux que ça peut représenter. Ça se peut que personne ne va se faire taper ses doigts, personne ne va se faire poursuivre, cool, mais c'est tout dans l'idée de l'utiliser de manière responsable et de réduire les risques pour l'organisation. Puis en fait aussi, un autre élément là, qui est plus utile à prendre en compte, là, ben, en fait, qui est très présent, c'est l'équité. Là. Les gens partant, l'équité de comment on sélectionne puis on priorise nos personnes. Puis l'inclusion et de la diversité aussi qui peut être plus difficile à représenter parce que ça reste que ces systèmes-là ont une vision un peu pensée unique du monde qui fait en sorte que ça se peut que ça ne représente pas le type de diversité qu'on veut mettre en place. Donc, ça peut être plus limitatif, mais on pourrait peut-être lui demander s'il y a des critères de diversité dans les postes, qui là, ensuite, un humain pourrait extraire cette information-là, utiliser ça et de faire une décision par la suite. Donc, tout ça en bref, n'utilisez pas ces systèmes-là pour faire les décisions à votre place. Dans le cas des CV, à mon avis, passer à côté de la bonne façon d'utiliser. Si ça vous intéresse aussi, d'ailleurs, j'ai écrit un article scientifique là, qu'on s'est intéressé à cette question, moi, une juriste, pendant mon doctorat, si la discrimination et l'intelligence artificielle était suffisamment encadrée, où est-ce qu'on aborde un peu plus en profondeur des cas où est-ce que ça a moins bien fonctionné, puis des manières un peu plus intéressantes. Tu sais, c'est pas adressé au RH, mais on s'intéresse aux enjeux de la discrimination, à spécifiquement parler d'intelligence artificielle au Québec. Donc, c'est quoi le contexte actuel au Québec, puis comment ça peut prendre forme à travers ça. Bref, euh, on est pas mal rendu à la fin. Si ça vous tente de vous connecter avec moi, vous avez un code QR ici à l'écran qui se connecte directement avec moi sur LinkedIn. Sinon, je pense que ça pourrait beaucoup vous intéresser. On a un petit jeu de cartes en PDF. C'est un vrai jeu de cartes, mais c'est juste qu'il est aussi en format PDF qui explique 36 cas d'application d'intelligence artificielle en dehors de certains qui vont peut-être se recouper avec ce qu'on a dit, mais d'autres cas d'application pour essayer de voir d'autres manières d'utiliser ça. Puis on est en train de travailler à une nouvelle version où est-ce que ça va être des cas d'application de l'IA générative. Bref, on est rendu à la dernière personne de questions. Je suis en train de regarder ça. Aussi, quels sont les risques que l'IA recourt à la désinformation dans ses réponses? Par exemple, je pose des questions. Oui, très bonne question. Ces systèmes-là ne sont pas faits pour être factuels en tant que tels. Il y a des manières à les emmener à être plus factuels, mais si vous posez des questions en quelle année est morte telle personne, faites pas ça. C'est pas une bonne manière d'utiliser l'outil. Euh, donc, ces outils-là ont démontré faire ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire mettre l'information ensemble qui n'est pas rapport, on va dire. Par exemple, de dire que, mettons, Donald Trump a sorti avec Marilyn Monroe. Ils n'ont pas vécu à la même époque, donc c'est factuellement pas vrai. Il y a des manières d'essayer d'emmener à ce que ça ne crée pas ce type d'erreur-là. On ne rentrera pas dans les détails de ça, mais il y a des manières de corriger ces problèmes-là. Mais de base, ChatGPT n'est pas amené à être une source d'information fiable sur des faits historiques ou des faits qui ont existé dans le monde. Donc, prenez pas ça comme ça. Si vous donnez un article, vous allez faire un résumé, il va se baser sur l'article pour faire son résumé, donc il ne devrait pas introduire de ce type d'erreur-là. Maintenant, tout ce qui est de la question de la désinformation, oui, ces systèmes-là pourraient être utilisés pour faire la désinformation sur les réseaux sociaux. C'est une boîte de Pandore qu'on a présentement nous-mêmes, qu'on vient d'ouvrir, que c'est super cool, ça donne bien des opportunités. Mais tout ce qui est aussi la fraude émotionnelle sur les réseaux sociaux, là, à mon avis, dans les prochaines années, on va assister à beaucoup de problèmes au niveau de la clientèle plus vulnérable, des personnes âgées, par exemple, qui pourraient se faire appeler par quelqu'un qui se fait passer pour leur petit enfant, qui leur écrit sur Messenger, puis qui dit j'ai besoin d'aide, puis qui personnalise assez bien la manière que cette personne parle, qui va emmener probablement beaucoup de fraude dans le futur. C'est malheureusement un autre sujet, puis la technologie est déjà
libéré, qu'on ne peut plus rien faire autre que protéger et essayer d'éduquer les gens, mais on va assister certainement à une transition qui va faire mal pour beaucoup de personnes plus vulnérables dans notre société. C'est un énorme enjeu. Une chercheure dans l'Université Laval qui t'intéresse à ces enjeux-là, si ça vous intéresse, je pourrais vous pointer vers cette personne-là, mais c'est ça. Ça va s'en venir. Bref, je dois le lien de cet article qu'on a déclenché, ça va transmis. Oui, oui, il va faire partie là, de mémoire. Je pense qu'il fait partie des URL que je vais mettre, mais oui, je vais m'en rappeler de le présenter, de le rajouter aussi. Sinon, c'est pas mal ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y avait juste une question. Bah, les deux sont pas mal en lien. C'est est-ce que la version payante, est-ce que ça vaut le coup en fait de payer un abonnement ChatGPT ou la version gratuite, elle est correcte, puis dans le même, le même contenu. La personnalisation pour les organisations est-elle pour l'option payante de ChatGPT? Très bonne question. Pour le premier, la grosse différence entre les solutions gratuites et payantes on va commencer par ChatGPT, c'est que la solution payante fait lui donner des URL vers des sources d'informations comme, mettons, la presse, pour faire un résumé d'un article. Vous avez d'autres petits trucs comme pousser plus d'informations, des trucs comme ça. Fait que oui, ça peut être pertinent si vous voulez utiliser des sources d'informations externes. Ça peut vraiment valoir la peine. Euh, Sinon, de base, ça utilise à peu près les mêmes modèles d'IA en arrière, mais avec les solutions payantes, vous avez accès aux plus récentes, aux plus performantes, donc ça peut vous donner des meilleurs résultats. Pour ce qui est de la personnalisation d'entreprise, maintenant, oui, effectivement, ChatGPT ou OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, a une offre entreprise qui permet de plus personnaliser, en fait, les interactions, les manières d'utiliser, les processus de contrôle, la facturation. Principalement, en fait, c'est un des gros avantages des solutions entreprises, c'est de gérer la facturation de manière plus simple. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de détails. Ça ne se connecte pas automatiquement sur votre environnement, mettons Microsoft, votre environnement Google. Donc, on n'est pas dans une personnalisation qui est complète. C'est sûr que Copilot est connecté sur l'ensemble de votre SharePoint, de tout ce que vous avez dans Microsoft, à peu près tout. Copilot, il faut y avoir accès. Puis Gemini aussi est dans la même logique. Donc, c'est sûr que si vous demandez des questions, comme hey, je cherche tel document quelque part dans l'organisation, on parlait de ça, ben ça devrait être capable, ultimement, là, pas tout de suite, là, mais c'est dans les promesses qui sont faites, de pouvoir fouiller à l'intérieur des documents pour faire de la recherche documentaire. Donc, il va ultimement avoir ce genre de personnalisation qui va être intéressante, mais c'est pas encore là. Ça commence, mais c'est pas encore complètement déployé. Fait que ça fait partie des promesses de Microsoft futures. Mais il y a quelques petites manières d'aller chercher ce genre d'informations-là. Fait que oui, si vous avez beaucoup de documentation qui vit dans beaucoup dans beaucoup de répertoires, ben, ça peut faciliter la recherche parce que c'est basé sur le contenu du document. Ben, ça va être basé sur le contenu du document plutôt que juste sur le titre ou qui l'a créé, par exemple, qui va peut-être être plus limitatif.